Lily Moratti observait l'homme depuis 3 jours. Il était de nouveau là, même banc, même tasse de café, mêmes yeux vides qui balayaient l'air de jeu, comme s'il comptait quelque chose. Elle se tenait au coin de la cour de l'école, son dos pressé contre le vieux chêne, ses petits doigts agrippaient les bretelles de son sac à dos rose. Le soleil du matin était éclatant et les autres enfants couraient, criaient et jouaient à chat comme si de rien n'était dans le monde, mais quelque chose n'allait pas. Lily y pouvait le sentir. L'homme était assis sur le banc vert de l'autre côté de la rue, juste à l'extérieur de la clôture en fer qui séparait l'Académie Sainte-Catherine du reste du monde. Il portait une veste grise, la même veste grise qu'il avait portée lundi et mardi, et il tenait une tasse de café en carton qui ne semblait jamais se vider. Il n'en buvait jamais. Elle l'avait remarqué. Il la tenait juste comme un accessoire. Comme pour donner l'impression que ses mains étaient occupées. Le premier jour, elle l'avait à peine remarqué, juste un homme sur un banc. Les adultes s'assoient tout le temps sur des bancs. Peut-être qu'il attendait quelqu'un. Peut-être que c'était un parent. Peut-être qu'il était juste fatigué. Mais ensuite, elle l'a revu le deuxième jour. Même banc, même veste, même tasse de café et les mêmes yeux. Il se déplaçait lentement, délibérément, suivant les enfants qui couraient d'un bout à l'autre de l'aire de jeu. Il ne souriait jamais. Il ne faisait jamais de signe de la main. Il ne regardait jamais son téléphone comme le font les adultes normaux quand ils attendent. Il se contentait de regarder. Ses yeux ne clignaient jamais. C'est ce qui la dérangeait le plus. Tout le monde cligne des yeux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, mais cet homme, il était assis si immobile et ses yeux bougeaient si lentement. Et elle l'avait observé pendant 10 minutes entières hier et pas une seule fois il n'avait fermé les yeux. Pas une seule fois. Maintenant, c'était le troisième jour, mercredi, et l'homme était de retour. Lily se serra plus fort contre le chêne, son cœur battant un peu plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle regarda de l'autre côté de la cour et vit Sophie Martinez courir vers la clôture. Sophie était sa meilleure amie. Elle avait 7 ans comme elle, avec des cheveux bruns bouclés, un sourire où il manquait une dent et un rire qui sonnait comme des clochettes. Sophie s'arrêta à la clôture, essoufflée par sa course, et regarda à travers les barreaux de fer quelque chose de l'autre côté. Quelqu'un. L'homme sur le banc leva la main. Il fit un signe. L'estomac de Lily se noua. Sophie rit et lui fit un signe en retour, sa petite main s'agitant dans les airs. Puis elle se retourna et courut vers les balançoires sans plus y penser, mais Lily ne pouvait plus bouger. La main de l'homme redescendit lentement. Ses yeux restèrent sur Sophie un instant de plus. Puis ils se déplacèrent, balayant à nouveau l'air de jeu, et pendant une terrible seconde, ils trouvèrent Lily. Elle se figea. Son regard croisa le sien. Une seconde, deux, puis il détourna les yeux, l'air de rien, comme s'il ne l'avait pas vue du tout, comme si elle n'était qu'un visage de plus dans la foule. Mais elle avait vu quelque chose dans ce regard, quelque chose qui lui avait donné la chair de poule, quelque chose qui avait fait qu'une voix dans sa dans sa tête, une voix qui ressemblait à celle de sa mère, murmure un seul mot. Cours. Lily ne courut pas. Au lieu de cela, elle s'accroupit derrière le chêne, ses mains tremblantes alors qu'elle ouvrait la fermeture éclair de son sac à dos et sortait le vieil iPhone caché dans la poche avant. C'était le téléphone de sa mère. Papa le lui avait donné l'année dernière après que maman soit allée au ciel. Il avait scotché son numéro à l'intérieur de la coque, écrit de sa belle écriture sur un morceau de papier blanc. Si jamais tu as besoin de moi, avait-il dit, tu appelles ce numéro jour et nuit, quoi qu'il arrive. Compris? Elle ne l'avait jamais utilisé, pas une seule fois en une année entière, jusqu'à maintenant. Son doigt trouva le numéro. Son pouce appuya sur le bouton vert. Dominic Moretti était réveillé depuis 4 heures du matin. Ce n'était pas inhabituel. Il avait passé 15 ans à bâtir un empire, et quelque part en chemin, son corps avait décidé que le sommeil était un luxe dont il n'avait plus besoin. Il était assis au bout d'une longue table en acajou dans la salle de conférence de Moretti Imports, une compagnie de transport maritime légitime qui servait de façade respectable à tout ce qui se passait en dessous. 6 hommes l'entouraient, ses capots, ses lieutenants, des hommes qui lui avaient juré fidélité et le pensaient sincèrement. Ils discutaient d'une cargaison de marbre italien qui devait arriver à Newark la semaine prochaine.
Légal, documenté, taxé, le genre d'affaires qui maintenait les yeux des fédéraux ailleurs. Marco Santini était assis à sa droite, un homme large avec une barbe grise et des mains qui avaient fait des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer. Il était avec Dominic depuis 20 ans. Il faisait partie de la famille à tous les égards qui comptaient. Les documents de douane sont en règle, disait l'un des capos. Nous ne devrions avoir aucun problème avec... Le téléphone de Dominic vibra contre la table. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Lily. Sa fille n'avait jamais appelé pendant les heures d'école, pas une seule fois depuis 1 an qu'il lui avait donné ce téléphone. Il lui avait dit que c'était pour les urgences. Elle avait compris. 7 ans, et elle avait mieux compris que la plupart des adultes. Il décrocha avant la deuxième sonnerie. Lily? Sa voix était faible, à peine un murmure. Papa, il y a un homme qui me regarde. Il me regarde depuis 3 jours. La conversation continuait autour de lui, mais Dominic n'entendait rien. 3 jours. Quelqu'un observait sa fille depuis 3 jours, et il ne le savait pas. Il n'avait rien vu. Il était assis dans des réunions, signait des papiers et dirigeait un empire pendant qu'un étranger comptait son enfant à travers une clôture en fer. Son visage ne montrait rien. C'était une compétence qu'il avait apprise il y a longtemps. Le moment où vous montrez une émotion est le moment où vous donnez une arme à vos ennemis. Alors il resta parfaitement immobile, son expression inchangée, même si quelque chose d'ancien et de terrible montait dans sa poitrine. Il pensa à Isabella. Il y a 4 ans, une nuit pluvieuse d'octobre, l'appel téléphonique qui avait divisé sa vie en un avant et un après. Ils avaient dit que c'était un accident, un conducteur ivre qui avait grillé un feu rouge. Sa voiture était écrasée contre une barrière en béton sur l'autoroute, mais Dominic savait que c'était faux. Le conducteur avait disparu avant l'arrivée de la police. Les caméras de circulation sur ce tronçon de route étaient mystérieusement tombées en panne. Et 3 jours avant l'accident, Isabella lui avait dit qu'elle avait l'impression que quelqu'un la suivait. Il avait promis d'enquêter. Il avait promis de la protéger. Il avait échoué. Elle était morte dans un lit d'hôpital, sa main dans la sienne. Et ses derniers mots avaient été pour Lily. Protège-la. Promette-le-moi. Il l'avait promis. Maintenant, quelqu'un observait sa fille et quelque part au fond de son esprit, à l'endroit où les coïncidences allaient mourir, une voix murmura que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était la même chose qui avait pris Isabella, qui revenait pour ce qui restait. Il se leva de la table. La pièce devint silencieuse. Marco, dit-il, sa voix plate et froide, envoie tous nos hommes à Sainte-Catherine, discrètement, sans attirer l'attention. Marco ne posa pas de questions. Il ne le faisait jamais. Il hocha simplement la tête et sortit son téléphone. Dominic se dirigeait déjà vers la porte. « Je conduis moi-même. » Cela fit lever les yeux à Marco. Dominic ne conduisait jamais lui-même. Il y avait des protocoles, des mesures de sécurité, des couches de protection qui le maintenaient isolé du monde extérieur, mais ces protocoles n'avaient plus d'importance maintenant. Rien n'avait d'importance, sauf la fillette de 7 ans qui se cachait derrière un chêne avec le téléphone d'une femme morte pressé contre son oreille. Il prit les escaliers au lieu de l'ascenseur, plus rapide. Chaque seconde comptait. La Bentley était garée dans le garage souterrain, une Continental GT noire qui pouvait atteindre 180 miles/h s'il le fallait. Il se glissa derrière le volant, démarra le moteur et sortit son téléphone. Il rappela Lily. Elle répondit immédiatement. « Papa, où es-tu exactement? »« Au coin de la cour, près du grand chêne. Est-ce qu'il peut te voir? »« Je ne pense pas, je me cache. » Bonne fille. Il sortit du garage et s'engagea dans la rue, accélérant à un feu jaune. « Écoute-moi attentivement. Ne le regarde pas. Ne bouge pas de cet endroit. Ne parle à personne. J'arrive. » Dans combien de temps? Il vérifia l'horloge sur le tableau de bord. 11 minutes pour se rendre à Sainte-Catherine dans des conditions normales, avec un trafic normal, des limitations de vitesse normales, des circonstances normales. Rien de tout cela n'était normal. « Bientôt, dit-il. Je serai là bientôt. Reste en ligne. » Il grilla 2 feux rouges. Il traversa une ruelle qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Il poussa la Bentley au-delà de 90 sur un tronçon de route vide qui durait exactement 4 pâtés de maison. L'école apparut devant lui, ses grilles en fer et ses murs de briques semblant exactement les mêmes que tous les autres matins. Mais tout était différent maintenant.
Tout avait changé au moment où son téléphone avait vibré contre cette table en acajou. Il vérifia à nouveau l'horloge. 7 minutes. Il avait réussi en 7 minutes. Dominic gara la Bentley à 50 mètres des portes de l'école. Il ne s'arrêta pas à l'entrée comme les autres parents. Il n'annonça pas son arrivée. Au lieu de cela, il choisit une place sous une rangée d'ormes où les ombres brisaient la silhouette de la voiture, et il s'assit pendant exactement 30 secondes, observant la rue. Le banc vert était là, comme Lily l'avait décrit, du côté sud de la rue, avec une vue directe sur l'aire de jeu, et l'homme était toujours dessus. Veste grise, tasse de café en carton, l'immobilité de quelqu'un qui avait appris à attendre. Dominic avait déjà vu ce genre d'immobilité chez des hommes qui faisaient de la surveillance pour vivre, chez des hommes qui observaient, attendaient et rapportaient à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas un étranger au hasard. Un bus noir était garé 3 places plus loin que le banc, vitres teintées, moteur éteint, plaque de New York. Dominic lut le numéro une fois, puis une autre, le gravant dans sa mémoire comme il avait appris à le faire il y a longtemps. Des lettres et des chiffres dans séquence, il n'oublierait pas. Son téléphone vibra. Un texto de Marco. En position. 4 hommes, coin nord-est, coin sud-ouest, 2 près du café. Les yeux sur la cible. Dominic les repéra sans même essayer. Marco près d'un kiosque à journaux, habillé comme un homme attendant un bus. 2 autres près du café de l'autre côté de la rue, tenant des tasses et discutant comme de vieux amis. Un 4e appuyé contre un lampadaire avec un téléphone à l'oreille, apparemment ennuyé. Ils s'étaient parfaitement fondus dans le décor. Pour quiconque les regardait, ils faisaient simplement partie du paysage. Des parents, des navetteurs, personne d'important, mais ils surveillaient l'homme sur le banc. Et si Dominic donnait l'ordre, il ferait plus que regarder. Il sortit de la voiture et se dirigea vers l'école, mais pas vers la porte principale. Cela le mettrait dans le champ de vision direct de l'homme. Au lieu de cela, il fit le tour du pâté de maison, se déplaçant rapidement mais sans courir, et entra par la porte latérale que le personnel utilisait pour les livraisons. L'aire de jeu s'étendait devant lui, des enfants courant, riant, inconscients. Des enseignants se tenaient en groupe près du bâtiment, sirotant du café et vérifiant leur montre. Un mercredi matin normal à l'Académie Sainte-Catherine, mais plus rien n'était normal. Il trouva Lily exactement là où elle avait dit qu'elle serait. Elle se tenait dans le coin de la cour, le dos pressé contre le mur de briques du bâtiment de maintenance. Son sac à dos rose était par terre à côté d'elle, et le vieil iPhone de sa mère était serré contre sa poitrine. Ses cheveux noirs et bouclés tombaient librement sur ses épaules. Elle portait la robe rouge à fleurs blanches qu'Elena avait choisie pour elle le mois dernier. Elle paraissait si petite contre la brique. Quand elle le vit arriver, quelque chose changea sur son visage. Pas un sourire, quelque chose de plus profond que ça. Le soulagement. Le genre de soulagement qui ne vient que lorsque vous avez eu vraiment peur et que soudain, vous ne l'êtes plus. Il ne dit rien. Il franchit la distance qui les séparait en 5 grandes enjambées et s'arrêta devant elle. Et puis il fit quelque chose qu'il faisait rarement en public. Il posa sa main sur le dessus de sa tête. Elle s'y appuya juste une seconde. Ses yeux se fermèrent et son petit corps se pressa contre sa paume comme si elle puisait de la force dans ce contact. Puis elle se redressa, ses yeux rencontrèrent les siens et elle était prête. « Raconte-moi tout, dit-il. Elle lui raconta. 3 jours, le même banc chaque matin à partir de 8h15 environ, juste avant la première cloche. La même veste grise, la même tasse de café dont il ne semblait jamais boire. La façon dont ses yeux se déplaçaient sur l'aire de jeu sans expression, sans hâte, comme s'il cataloguait chaque visage. Elle lui parla de la fille de 2e année, Sophie Martinez, qui avait couru jusqu'à la clôture hier et avait fait un signe à l'homme à travers les barreaux. L'homme lui avait répondu. Il lui avait souri, mais ce n'était pas un vrai sourire, dit Lily. C'était comme s'il faisait semblant. Comme si quelqu'un lui avait appris à le faire, mais qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Dominic écouta sans l'interrompre. Sa fille avait 7 ans et elle avait remarqué ce que la plupart des adultes auraient manqué. La fausseté de ce sourire, le vide derrière. Isabella aurait été fière. Quand Lily eut fini, il resta silencieux un moment. « Est-ce qu'il t'a déjà regardé directement? » Lily hésita. Une demi-seconde. Il le sentit. « Lily? » »« Oui, dit-elle doucement. Il m'a regardé, mais il détournait toujours les yeux rapidement, comme s'il ne voulait pas que je sache qu'il le faisait.
L'as-tu surpris en train de te regarder? Elle le regarda droit dans les yeux, à chaque fois. Il hocha la tête une fois, puis il regarda par-dessus l'épaule de sa fille vers la rue, vers le banc vert où l'homme à la veste grise était assis depuis 3 jours. Le banc était vide. Les yeux de Dominique se déplacèrent vers l'endroit où le VUS noir avait été garé, 3 places plus loin que le banc, plaques de New York disparues. L'homme l'avait vu arriver, avait vu la Bentley, avait vu quelque chose qui lui avait fait décider que la surveillance d'aujourd'hui était terminée. Il avait remballé et était parti dans les 4 minutes qu'il avait fallu à Dominique pour faire le tour du pâté de maison et trouver sa fille. Professionnel, prudent, entraîné à reconnaître quand la situation avait changé. Ce n'était pas un prédateur au hasard qui était tombé sur une cour d'école. C'était autre chose, quelque chose de planifié, et celui qui était derrière tout ça venait d'apprendre que Dominic Moretti savait qu'ils existaient. Dominic accompagna Lily à l'école par l'entrée latérale, sa main reposant légèrement sur son épaule. Les couloirs étaient calmes. Les cours avaient repris. À travers les fenêtres étroites des portes de classe, il pouvait voir des enfants assis à des bureaux, des enseignants écrivant sur des tableaux blancs, la machinerie ordinaire de l'éducation qui avançait sans avoir la moindre idée de ce qui se passait à l'extérieur. La directrice Margaret Webb attendait dans son bureau. C'était une femme mesurée d'une 50aine d'années, avec des cheveux argentés tirés en un chignon serré et des lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Elle avait la posture prudente de quelqu'un qui passait sa vie à traiter avec des parents difficiles et qui avait appris à ne rien laisser paraître. Quand Dominique entra, elle le regarda comme les gens le faisaient souvent. Elle vit le costume sur mesure qui coûtait plus que ce que la plupart des enseignants gagnaient en un mois. Elle vit la confiance tranquille dans sa façon de bouger, sa façon d'occuper l'espace comme s'il en était le propriétaire, et elle vit le nom sur les formulaires d'inscription de Lily. Moretti, un nom qui avait du poids dans certains cercles, un nom qui rendait les gens prudents. « Monsieur Moretti, dit-elle, sa voix professionnellement neutre. C'est inattendu. Est-ce que tout va bien avec Lily? » Dominic ferma la porte derrière lui. « Il y a un homme qui surveille votre cours de récréation depuis 3 jours, dit-il. Veste grise, tasse de café en carton, assis sur le banc vert de l'autre côté de la rue. Il conduisait un VUS noir avec des plaques de New York. Il récita le numéro de plaque de mémoire. Il a fait un signe à l'une de vos élèves à travers la clôture hier, une fille de 2e année nommée Sophie Martinez. » L'expression de Webb changea. Le masque professionnel se fissura légèrement, révélant quelque chose qui ressemblait à une véritable inquiétude. « En êtes-vous certain? » « Ma fille l'a remarqué, elle l'observe depuis 3 jours. » Il baissa les yeux vers Lily, qui se tenait tranquillement à côté de lui, son sac à dos toujours sur les épaules. « Elle m'a appelé ce matin parce qu'elle avait peur. » Webb attrapait déjà son téléphone. « Je vais contacter la police immédiatement. » Les officiers arrivèrent en 20 minutes, 2 d'entre eux. Un officier supérieur nommé Patterson, avec des yeux fatigués, et un plus jeune nommé Davis qui n'arrêtait pas de regarder Dominic, comme s'il essayait de se souvenir du nom. Ils parlèrent d'abord avec Webb, puis avec Dominic, puis sortirent pour regarder le banc. Vide. Bien sûr qu'il était vide. Ils vérifièrent le numéro de plaque dans leur système. Le VUS était enregistré au nom d'une société de location dans le Queens. Le contrat de location était sous un nom qui se révélerait presque certainement faux. Il n'y avait aucune preuve directe de menace, aucun crime n'avait été commis, aucune loi n'avait été enfreinte. Sans incident direct, dit Patterson, choisissant ses mots avec soin, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Nous pouvons rédiger un rapport, nous pouvons faire passer des voitures de patrouille plus fréquemment près de l'école, mais nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un pour s'être assis sur un banc public. Dominic s'y attendait. Il savait comment le système fonctionnait. Il avait passé toute sa vie d'adulte à opérer dans les espaces où le système ne pouvait pas atteindre, comblant les lacunes que la loi laissait ouvertes. Il comprenait ses limites mieux que la plupart des gens. « Rédigez le rapport, dit-il. Gardez-le ouvert et faites passer une voiture devant l'école toutes les heures pour le reste de la semaine. » Patterson hocha la tête. « Je peux faire ça. » Ce n'était pas suffisant. Dominic savait que ce n'était pas suffisant, mais c'était ce que le système pouvait offrir. Et il classa ce fait et passa à ce qu'il pouvait réellement contrôler. Après le départ des officiers, il sortit son téléphone et passa un appel. « Le numéro de plaque que j'ai donné à Marco, » dit-il doucement, se détournant du bureau de Webb. « Je veux un nom, je veux un visage,
Je veux savoir où il dort et pour qui il travaille avant le coucher du soleil. Il raccrocha sans attendre de confirmation. Le trajet de retour fut silencieux. Lily était assise sur le siège passager de la Bentley, sa ceinture de sécurité tirée sur son petit corps, ses yeux fixés sur les rues qui défilaient. Marco suivait dans une berline noire, maintenant une distance prudente, à l'affût de tout signe du vieux S. À mi-chemin, Lily parla. « Papa? Oui? Qu'est-ce qu'il veut? » Les mains de Dominique se crispèrent sur le volant. Il pensa à mentir. Il pensa à lui dire que ce n'était probablement rien, que les adultes faisaient parfois des choses étranges, que la police s'en occuperait et que tout irait bien. Mais Lily avait les yeux de sa mère, sombres et profonds, impossibles à tromper. « Je ne sais pas encore, dit-il, mais je vais le découvrir. » Elle hocha lentement la tête, acceptant cela, et se retourna vers la fenêtre. Les résultats arrivèrent à 6 heures. Dominic était dans son bureau quand Marco frappa et entra sans attendre de réponse. Il portait une tablette avec une seule photo affichée à l'écran. Un homme d'une trentaine d'années, peau pâle, très fin, des yeux qui ne contenaient rien. « Sergei Volkov, » dit Marco. « Ancien du FSB, a quitté les services de renseignement russes il y a 8 ans. Actuellement employé par Viktor Kozlov. » Dominic fixa le nom. Viktor Kozlov, le Russe. Celui qu'il avait approché il y a 2 ans avec une proposition commerciale qui avait retourné l'estomac de Dominic. Celui qui avait souri et parlé de marge bénéficiaire en décrivant une chaîne d'approvisionnement qui déplaçait des êtres humains comme de la marchandise. Dominic avait refusé. Il avait fait plus que refuser. Il avait détruit l'une des cargaisons de Kozlov sur les quais de Newark en guise de message, un avertissement de rester en dehors de son territoire. Il avait pensé que c'était la fin. Kozlov n'était pas revenu pour se venger de la marchandise perdue. Il n'était pas revenu pour le territoire ou la fierté ou l'une des raisons habituelles pour lesquelles les hommes de leur monde entraient en guerre. Il était venu pour Lily. Il y a 2 ans, Viktor Kozlov était venu voir Dominic avec une proposition. Ils s'étaient rencontrés dans un salon privé d'un restaurant de Manhattan, terrain neutre, avec des gardes du corps postés à chaque sortie et assez de puissance de feu entre eux pour déclencher une petite guerre. Kozlov était un homme imposant, avec un crâne rasé et des yeux bleu pâle qui ne semblaient jamais cligner. Il souriait souvent, mais le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Il avait exposé son offre autour d'un vin cher et d'un steak rare, un partenariat, une fusion de ressources. Kozlov avait des relations en Europe de l'Est, des chaînes d'approvisionnement qui s'étendaient de Moscou à Kiev jusqu'aux villages les plus pauvres de Moldavie et de Roumanie. Dominic avait les ports, les camions, le réseau d'entreprises légitimes qui pouvaient blanchir l'argent plus proprement que n'importe quelle laverie. Les marges bénéficiaires sont extraordinaires, avait dit Kozlov, faisant tourner son vin comme s'il discutait d'immobilier. La demande est constante, l'offre est illimitée. Et contrairement à la drogue, le produit ne nécessite pas de fabrication. Il traverse les frontières de lui-même. Le produit. Il parlait d'enfants. Dominic avait écouté toute la présentation sans expression. Il avait appris il y a longtemps que montrer ses émotions, c'était de montrer sa faiblesse. Et les hommes comme Kozlov se nourrissaient de la faiblesse comme les requins se nourrissent de sang. Quand Kozlov eut fini, Dominic posa sa fourchette et regarda directement dans ses yeux bleu pâle. « Je ne fais pas ça, dit-il. Jamais. » Le sourire de Kozlov vacilla juste un instant. « C'est du business, Dominic. Le sentiment n'a pas sa place dans... Il y a des limites que je ne franchis pas. » La voix de Dominic était plate, finale. Pas de drogue dans les écoles, pas de trafic, pas d'enfants. Ce ne sont pas des points négociables. Le sourire disparut complètement. « Vous faites une erreur, » dit Kozlov doucement. « Je suis venu vous voir par courtoisie professionnelle. Il y en a d'autres qui accepteraient ce marché sans hésiter. Alors allez les trouver. » Dominic s'était levé, avait boutonné sa veste et était sorti du restaurant sans se retourner. 3 semaines plus tard, il avait reçu des informations selon lesquelles Kozlov déplaçait quand même une cargaison via Newark, en utilisant un quai qui était techniquement sur le territoire de Moretti. Kozlov avait supposé que le refus de Dominic n'était qu'une négociation, qu'il fermerait les yeux pour le bon prix. Il s'était trompé. Dominic avait envoyé Marco et 12 hommes au quai à minuit. Ils avaient intercepté le conteneur avant qu'il ne puisse être chargé. À l'intérieur, ils avaient trouvé 37 personnes, des femmes, des adolescents,
Des enfants aussi jeunes que 8 ans, déshydratés, terrifiés et entassés comme du bétail. Il les avait tous libérés, organisé leur transport vers un refuge qui ne posait pas de questions, puis ils avaient brûlé le conteneur et tout ce qui l'entourait jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres et du métal tordu. Le message était clair. Pas sur mon territoire. Kozlov avait reçu ce message et pendant 2 ans, il était resté à l'écart. Pas de représailles, pas de contre-attaque, rien que le silence. Dominic avait pensé que c'était fini. Il avait été un imbécile. Maintenant, assis dans la salle de conférence du sous-sol de sa propre maison, entouré de 8 hommes qui lui avaient juré leur vie, Dominic comprit la vérité. Kozlov ne s'était pas retiré. Il avait attendu, observé, planifié, et il avait trouvé la seule faiblesse que Dominic ne pouvait pas protéger avec des armes, de l'argent et des murs. Lily Benininik. Il te dit Dominic. Le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans une eau calme. 8 hommes étaient assis autour de la table, ses capos, ses capitaines, des hommes qui étaient avec lui à travers des guerres, des trahisons et des pertes qui auraient brisé des organisations moindres. Ils avaient tout entendu. Les 3 jours de surveillance, Sergei Volkov, le lien avec Kozlov. Personne ne parla pendant 10 secondes. Le silence avait un poids, pas celui du choc. Ce n'étaient pas des hommes qui se choquaient facilement, mais quelque chose de plus dur et de plus froid que ça. Quelque chose qui reconnaissait le danger particulier d'un ennemi qui ciblait les enfants. Marco brisa le silence. Comment gérons-nous ça? Dominic regarda chaque homme à tour de rôle. Des visages qu'il connaissait depuis des années, des visages qui le suivraient dans tout ce qui allait arriver sans hésitation. D'abord, nous découvrons ce qu'il veut, dit Dominic. Il n'a pas envoyé Volkov juste pour regarder. Il prépare quelque chose, une demande, un échange, une sorte de levier. Il fit une pause. Nous devons savoir ce que c'est avant de pouvoir contre-attaquer. Et s'il veut la guerre? Demanda un autre capot. Alors nous lui donnerons la guerre? La voix de Dominic était calme mais absolue. Mais nous le ferons intelligemment. Nous nous préparons à tous les scénarios. Nous supposons le pire et planifions en conséquence. Il était sur le point de continuer quand son téléphone vibra contre la table. Numéro inconnu. Tout le monde dans la pièce s'immobilisa. Dominic prit le téléphone, regarda l'écran un instant, puis répondit. « Oui, Dominic Moretti. » La voix était masculine, accentuée, indubitablement russe, cultivée mais froide. « Votre fille est adorable. Cheveux noirs, yeux marrons. Elle portait une robe rouge à fleurs blanches mardi. » Une pause. Je me demande, sait-elle nager? La température dans la pièce chuta de 10 degrés. Le visage de Dominic ne montrait rien. Sa voix resta parfaitement calme. Kozlov. Un rire doux à l'autre bout. Alors, vous vous souvenez de moi. Bien. Cela rendra cette conversation beaucoup plus productive. Dominic tint le téléphone contre son oreille et laissa le silence s'étirer. 8 hommes le regardaient de l'autre côté de la table. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. La tension dans la pièce était une chose vivante, enroulée et en attente. « Que veux-tu, Kozlov ?» Le rire du Russe était doux, presque agréable. Le rire d'un homme qui croyait détenir toutes les cartes. Directement aux affaires. J'ai toujours apprécié ça chez vous, Dominic. Pas de jeu, pas de faux-semblants. Une pause. Ce que je veux est simple. Je veux ce que je voulais il y a 2 ans, l'accès à Newark, vos quais, vos camions, votre réseau pour votre cargaison, pour ma cargaison. Oui, Dominic comprenait exactement ce qu'était cette cargaison. La même cargaison qu'il avait libérée d'un conteneur il y a 2 ans, la même cargaison qui traversait les frontières d'elle-même parce qu'elle ne nécessitait pas de fabrication. Des enfants. Et si je refuse, sa voix était parfaitement égale. Un homme discutant de la météo, un homme discutant des cours de la bourse. Le ton de Kozlov changea, toujours poli, toujours cultivé, mais quelque chose de plus sombre en dessous maintenant, quelque chose qui attendait de faire surface. Alors j'ajouterai un nouvel article à ma prochaine expédition. Un petit article, 7 ans, cheveux noirs, yeux marrons. Elle rapporterait un excellent prix sur certains marchés. Il y a des acheteurs qui payent une prime pour les enfants américains, surtout ceux qui ressemblent à de petites poupées. Les mots frappèrent Dominic comme des balles. Il sentit quelque chose se rompre en lui, quelque chose de vieux, de sombre,
et de terrible qu'il avait passé toute sa vie d'adulte à apprendre à contrôler. Cela monta maintenant, inondant sa poitrine, sa gorge, ses mains. L'envie de passer à travers le téléphone et de déchiqueter Kozlov de ses propres doigts, mais son visage ne montrait rien. Sa voix resta stable. Les hommes autour de la table ne virent que ce qu'il leur permettait de voir. Un patron recevant des informations, les traitant, calculant sa réponse. Ils ne virent pas le père en dessous, le père qui hurlait. « Vous me demandez de faciliter le trafic d'êtres humains, » dit Dominic doucement, « à travers mon territoire, en utilisant mes ressources. Je vous demande d'être pratique. » La voix de Kozlov était presque douce maintenant, presque raisonnable. « Vous m'avez refusé une fois sur un point majeur. J'ai respecté ça. Mais les circonstances changent, les leviers changent. Et en ce moment, j'ai un levier que vous ne pouvez pas ignorer. Lily. Lily. » Kozlov laissa le nom flotter dans l'air. Un si joli nom, une si jolie fille. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose, un terrible dommage. Dominic ferma les yeux une demi-seconde. Quand il les rouvrit, sa décision était prise. « J'ai besoin de temps, dit-il. 48 heures. Ce que vous demandez nécessite une préparation, une logistique. Je ne peux pas simplement ouvrir mes quais sans prendre de disposition. » Une longue pause à l'autre bout. 48 heures, accepta Kozlov. Pas une minute de plus. Et Dominic, ne pensez pas à fuir. Ne pensez pas à cacher votre fille quelque part où je ne peux pas la trouver. Mes hommes sont partout. Ils surveillent votre maison depuis des semaines. Ils connaissent vos routines, vos horaires, vos faiblesses. Un autre rire doux. Ils savent quelle fenêtre est sa chambre. La ligne se coupa. Dominic baissa lentement le téléphone. Chaque homme dans la pièce le fixait, attendant des directives, attendant des ordres. Ils n'avaient entendu que sa partie de la conversation, mais ils en comprenaient assez. Ils comprenaient que ce n'était plus une question d'affaires, de territoire ou de fierté. C'était une question de survie. « Doublez les gardes autour de la maison, » dit Dominic, sa voix coupant le silence comme une lame. « Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation. Lily ne quitte cette propriété pour aucune raison. » Marco hocha la tête, sortant déjà son téléphone. « Et Marco ?» Dominic regarda directement son plus vieil ami. « Trouve Sarah Chen. » La main de Marco s'arrêta à mi-chemin. « Chen ?» Son front se plissa. « L'agent du FBI? Celle qui monte un dossier contre Kozlov? C'est elle. Tu veux impliquer le FBI? » La voix de Marco était pleine d'incrédulité. « Prudence. Ils essayent de nous faire tomber depuis 20 ans. Si tu ouvres cette porte, je sais ce que je fais. Et toi, parce qu'une fois que tu laisses entrer les fédéraux, tu ne peux plus les faire sortir. Ils voudront tout, les noms, les opérations, des choses qui pourraient nous détruire. » Dominic se détourna de la table. Sur son bureau, dans un cadre en argent, se trouvait une photo de Lily. Elle avait été prise l'été dernier à la maison de la plage dans les Hamptons. Elle riait de quelque chose hors champ, ses cheveux ébouriffés par le vent, son sourire assez large pour montrer le trou où sa dent de devant était tombée. Elle avait été si fière de ce trou. Elle l'avait montré à tous ceux qu'elle rencontrait pendant une semaine. Dominic prit le cadre et le regarda un long moment. Puis, il se retourna vers Marco. « Pour ma fille, dit-il, je ferai un pacte avec le diable lui-même. » Le restaurant s'appelait Carmine's. Il se trouvait dans une rue calme de Hoboken, le genre d'endroit qui fermait à 10 heures et ne posait pas de questions quand quelqu'un en avait besoin ouvert à minuit. Le propriétaire devait une faveur à Dominic depuis des années. Il avait déverrouillé la porte, allumé une seule lumière dans le coin arrière et avait disparu sans un mot. Dominic était assis dans une banquette, le dos au mur, face à l'entrée. De vieilles habitudes, le genre qui maintenait en vie les hommes de sa profession. À minuit 7, la porte s'ouvrit. Sarah Chen entra seule. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, fin de la trentaine peut-être, américano-asiatique, avec des traits fins et des yeux encore plus vifs qui balayaient dans la pièce d'un seul coup avant de se poser sur lui. Elle portait un blazer sombre sur un chemisier uni, pas de bijoux, pas de maquillage. L'uniforme de quelqu'un qui voulait être pris au sérieux dans un monde qui ne le faisait souvent pas. Elle se glissa dans la banquette en face de lui sans lui tendre la main. « Monsieur Moratti, agent Chen. » Ils s'étudièrent un moment. Prédateur reconnaissant prédateur. Chacun calculant ce que l'autre voulait et ce qu'il était prêt à donner. « Je dois admettre, dit Sarah,
Quand j'ai reçu votre message, j'ai cru que c'était un piège. Le chef de la famille Moretti demandant à rencontrer un agent du FBI au milieu de la nuit. Mes collègues pensaient que j'étais folle de venir. Et pourtant, vous êtes là. Me voici. Elle se pencha légèrement en arrière. Parce que vous avez mentionné Kozlov, et parce qu'en 3 ans de montage d'un dossier contre lui, vous êtes la première personne de son monde à m'avoir contacté. Je ne suis pas de son monde. Non, vous êtes dans votre propre monde, ce qui est sans doute pire. Ses yeux étaient instables, sans ciller. Vous êtes un criminel, monsieur Moretti. Vous dirigez une organisation qui a été responsable de « Je sais ce que je suis ». La voix de Dominic était calme mais finale. Je ne suis pas venu ici pour un sermon. Je suis venu ici parce que nous avons un ennemi commun. Sarah resta silencieuse un moment. Dites-moi. Dominic lui raconta. Il lui parla de Sergei Volkov surveillant l'école de sa fille, de l'appel de Kozlov, de la demande d'ouvrir les quais de Newark pour une cargaison qui les rendrait tous deux malades, rien que d'y penser. Il ne lui parla pas du conteneur qu'il avait brûlé il y a 2 ans. Certaines choses restaient en famille. Quand il eut fini, l'expression de Sarah avait changé, toujours sur ses gardes, toujours méfiante, mais avec quelque chose d'autre en dessous maintenant, quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Il utilise votre fille comme levier, dit-elle lentement, pour vous forcer à entrer dans son réseau de trafic. Oui, et vous voulez mon aide. Je veux un échange. » Dominic se pencha légèrement en avant. « Vous poursuivez Kozlov depuis 3 ans. Vous connaissez ses opérations, ses routes, ses faiblesses, mais vous n'avez pas assez pour le faire tomber. Je peux vous donner ça. Des noms, des dates, des lieux, tout ce dont vous avez besoin pour l'enterrer. En échange de quoi? La protection de ma fille et l'immunité pour mes hommes dans toute opération liée à Kozlov. » Sarah rit. Ce n'était pas un son joyeux. « Vous me demandez de m'associer à la mafia pour faire tomber un trafiquant russe. Avez-vous la moindre idée de ce que ça donnerait? Du nombre de lois que j'enfreindrais? Je vous demande de sauver des enfants. » La voix de Dominic se durcit. « C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous poursuivez un fantôme depuis 3 ans, parce que vous savez ce qu'il fait. Vous savez ce qui arrive à ces enfants une fois qu'ils disparaissent dans son réseau. » La mâchoire de Sarah se serra. « Vous avez une fille, continua Dominic. J'ai fait mes recherches. Elle a 9 ans, va à l'école dans le Queens, joue au football le samedi. Ne faites pas ça. » Le mot était glacial. « Je ne vous menace pas, je vous le rappelle. » Il soutint son regard. Chaque enfant que Kozlov vend est la fille de quelqu'un, le fils de quelqu'un, et en ce moment, la mienne est sur sa liste. Le silence s'étira entre eux. Finalement, Sarah parla. Il y a une cargaison qui arrive dans 5 jours. 23 enfants d'Europe de l'Est, de Roumanie, de Moldavie, d'Ukraine. Nous la suivons depuis des mois, mais nous n'avons pas l'emplacement. Nous n'avons pas la preuve. Si nous agissons trop tôt, Kozlov disparaît et recommence ailleurs. Je peux vous obtenir l'emplacement. Comment? Kozlov pense que j'envisage son offre. Il pense que je vais coopérer. Cela me donne un accès. Cela me donne du temps. Sarah l'étudia un long moment. Et qu'arrive-t-il à Kozlov quand tout ce sera fini? Il va en prison, là où est sa place. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ses yeux se rétrécirent. J'ai demandé ce qui lui arrive, parce que je connais les hommes comme vous, monsieur Moretti. Je sais comment vous résolvez les problèmes, et je ne peux pas participer à une exécution. Dominic ne dit rien. Le silence était sa propre réponse. Sarah se leva de la banquette. 5 jours, dit-elle. Donnez-moi l'emplacement, donnez-moi des preuves, et nous ferons tomber Kozlov ensemble. Elle fit une pause au bord de la table. Mais si vous le tuez, ce marché est annulé, et je passerai le reste de ma carrière à m'assurer que vous passiez le reste de votre vie dans une cellule. Elle sortit sans se retourner. Dominic resta seul dans le restaurant vide, écoutant ses pas s'estomper dans la nuit. Elle ne lui faisait pas confiance. Elle avait toutes les raisons de ne pas le faire. Mais elle avait dit oui, parce que quelque part dans son esprit, elle faisait le même calcul que lui. 23 enfants, 23 vies en jeu. Face à ce poids, tout le reste devenait négociable. Sarah Chin sortit dans l'air froid de la nuit et resta un moment sur le trottoir, regardant la berline noire s'éloigner du bord de la route. Elle venait de passer un pacte avec le diable.
Mais 23 enfants, 23 âmes. Parfois, se pensa-t-elle, les anges et les démons se tenaient du même côté. Lily n'était pas allée à l'école depuis 3 jours. Papa disait qu'il y avait des travaux, une canalisation cassée dans le bâtiment principal, des dégâts des eaux. L'école serait fermée pendant 1 semaine, peut-être plus. Elle ne le croyait pas. Papa ne lui mentait jamais. C'était de la règle entre eux, la promesse tacite qui existait depuis que maman était allée au ciel. Il lui disait la vérité, même quand la vérité était dure, même quand elle faisait mal. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, ses yeux se détournaient quand il parlait, et son sourire n'atteignait pas complètement les coins comme d'habitude. Pourtant, elle ne discuta pas. Elle resta à la maison. Elle fit ce qu'on lui disait. Elena rendait les choses plus faciles. Elena aussi était avec la famille depuis avant la naissance de Lily. Elle avait élevé papa quand il était petit, et maintenant elle s'occupait de Lily avec le même amour féroce et protecteur. Elle avait 58 ans, des cheveux argentés et des mains chaudes, et une voix qui pouvait passer de la douceur d'une berceuse à la force du tonnerre en un battement de cœur. Le premier jour, Elena apprit à Lily à faire des pâtes à partir de rien. Elle se tenait côte à côte au comptoir de la cuisine, de la farine sur les mains et les tabliers, étalant de longues feuilles de pain qui deviendraient des fettuccines pour le dîner. Le deuxième jour, elle fit des biscuits aux pépites de chocolat, les préférés de Lily. Elena la laissa lécher la cuillère et ne la gronda pas quand elle en mangea trop avant qu'il ne refroidisse. Le troisième jour, Elena lui lut un livre de contes de fées italiens, des histoires de filles intelligentes qui déjoignent les sorcières et de princes courageux qui combattaient des dragons. Lily était allongée sur le canapé, la tête sur les genoux d'Elena, écoutant la voix de la vieille femme monter et descendre, comme de la musique. C'était presque normal, presque. Mais Lily remarquait des choses. Elle remarqua qu'il y avait plus d'hommes autour de la maison que d'habitude, pas seulement Marco, qui était toujours là, mais d'autres. Des étrangers au visage dur et aux yeux vigilants qui se tenaient aux portes, patrouillaient le périmètre et parlaient dans des radios quand ils pensaient que personne ne regardait. Elle remarqua que les rideaux de sa chambre étaient toujours fermés maintenant, même pendant la journée. Elle remarqua qu'Elena vérifiait les serrures de chaque porte 3 fois avant de se coucher. Le troisième soir, Lily demanda, « Elena, oui, ma petite, est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce que pour ça que je ne peux pas aller à l'école? » Les mains d'Elena s'arrêtèrent sur le plat qu'elle essuyait, juste un instant. Puis elle posa le torchon et se tourna vers Lily avec un sourire presque convaincant. « Ton papa s'occupe de quelques affaires, des choses d'adultes, rien dont tu doives t'inquiéter. » Mais Lily, la voix d'Elena était douce mais ferme. « Fais-tu confiance à ton papa? » « Oui. »« Alors fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Il ne laisserait jamais rien t'arriver. »« Tu le sais, n'est-ce pas? » Lily hocha lentement la tête, mais elle n'était pas satisfaite. Pas vraiment. Cette nuit-là, elle se réveilla à 2 heures du matin. Elle avait la gorge sèche et son verre d'eau était vide. Elle sortit du lit et descendit le couloir à pieds nus, se déplaçant silencieusement comme elle le faisait toujours quand la maison était sombre et endormie. La cuisine était au premier étage. Pour y arriver, elle devait passer devant le bureau de papa. La lumière était allumée. Lily s'arrêta en haut des escaliers. Elle pouvait voir la lueur qui filtrait sous la porte fermée, jaune sur le bois sombre, et elle pouvait entendre des voix. La voix de papa, basse et sérieuse, et celle de Marco, répondant sur le même ton. Elle ne devrait pas écouter, elle le savait. Le bureau de papa était privé et les conversations d'adultes n'étaient pas pour les enfants. Mais ses pieds la portèrent en bas des escaliers, quand même, silencieux sur le tapis, jusqu'à ce qu'elle se tienne juste devant la porte. La fente entre la porte et le corps était mince, à peine 1 centimètre, mais c'était suffisant. Elle pressa son œil contre l'interstice. Papa était debout à son bureau, penché sur une carte étalée sur la surface. Des photos étaient éparpillées autour, des photos de bâtiments, d'entrepôts, de navires, et au centre, une photo d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Un homme au crâne rasé et aux yeux pâles qui lui faisait penser à des poissons morts. Marco se tenait à côté de lui, pointant quelque chose sur la carte. « L'entrepôt du quai Sept », disait Marco. « Les hommes de Kozlov ont installé du matériel toute la semaine. Si la cargaison arrive par Newark, c'est là qu'ils les retiendront. Combien de gardes? Au moins 12, peut-être plus. Ils ne prennent pas de risques. »
Papa resta silencieux un moment, puis il parla, et sa voix était plus dure que Lily ne l'avait jamais entendue. 23 enfants, Marco. 23. Certains plus jeunes que Lily. Nous ne pouvons pas échouer. Le souffle de Lily se coupa dans sa gorge. 23 enfants. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle avait entendu. Elle ne savait pas ce qu'était une cargaison, ni pourquoi des enfants seraient dans un entrepôt, ni qui pouvait être l'homme aux yeux morts. Mais elle comprenait assez. Elle comprenait que papa essayait de les sauver. Elle remonta les escaliers à pas de loup, son cœur battant contre ses côtes. Elle se glissa dans son lit, remonta les couvertures jusqu'à son menton et fixa le plafond dans l'obscurité. Elle pensa à l'homme sur le banc, l'homme à la veste grise et à la tasse de café et aux yeux qui ne clignaient jamais. Elle pensa à la façon dont papa l'avait regardée ce matin, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, la façon dont sa main s'était attardée sur sa tête, juste un peu plus longtemps que d'habitude. Et pour la première fois de ses 7 années de vie, Lily Moretti comprit quelque chose qui la changea à jamais. Papa avait peur. Pas pour lui, pour elle. L'appel est arrivé à l'aube. Dominic était dans son bureau, entouré de cartes et de photographies et des restes froids de café qu'il avait oublié de boire. Il n'avait pas dormi depuis 36 heures. Ses yeux brûlaient et ses épaules lui faisaient mal. Mais le sommeil était un luxe qu'il ne pouvait pas te permettre. Pas maintenant. Pas avec 48 heures qui s'écoulaient. Son téléphone sonna, une ligne cryptée. Un de ses contacts dans la communauté du renseignement, un homme qui échangeait des informations contre de l'argent et ne posait aucune question sur leur utilisation. Monsieur Moretti, j'ai trouvé quelque chose que vous devez savoir. Dites-moi. La surveillance de Kozlov sur votre fille, ce n'était pas un hasard. Il savait exactement où chercher. Il savait à quelle école elle allait, à quelle heure elle arrivait, à quelle heure elle partait. Il connaissait même ses habitudes, qu'elle aimait se tenir près du chêne au coin de la cour. La main de Dominique se serra autour du téléphone. Comment? Quelqu'un le lui a dit. Quelqu'un de votre organisation. Les mots frappèrent comme un coup physique. Un traître. Quelqu'un de son cercle intime l'avait trahi Lily, avait donné à Kozlov la carte de la vie de sa fille et avait regardé depuis l'ombre pendant qu'un prédateur tournait autour de son école. Avez-vous un nom? Non, mais l'information venait de quelqu'un ayant accès à l'emploi du temps de votre famille, quelqu'un de proche. Dominic raccrocha sans un mot de plus. Pendant un long moment, il resta assis en silence, fixant le mur. Puis il prit son téléphone et appela Marco. Réveille tout le monde, chaque capo, chaque soldat, chaque homme qui a accès à cette maison. Je les veux au sous-sol dans 1 heure. Dom, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une taupe. La salle de conférence du sous-sol n'avait jamais semblé aussi petite. 12 hommes étaient assis autour de la table. Les plus fidèles de Dominic, son cercle intime. Des hommes qui avaient prêté des serments de sang et prouvé leur loyauté par des années de service. Des hommes à qui il aurait confié sa vie. Maintenant, l'un d'eux avait vendu la sécurité de sa fille pour le prix que Kozlov avait offert. Dominic se tenait au bout de la table, les mains à plat sur la surface, ses yeux passant d'un visage à l'autre. Quelqu'un dans cette pièce, dit-il doucement, a fourni des informations à Viktor Kozlov. Le silence était absolu. Kozlov savait à quelle école ma fille allait. Il connaissait son emploi du temps. Il connaissait ses habitudes. Des détails que seul quelqu'un de l'intérieur de cette famille pouvait avoir fournis. Les visages se durcirent autour de la table. La suspicion vacilla dans chaque regard. Des hommes qui avaient travaillé ensemble pendant des décennies se regardaient soudain comme des étrangers. Je vais découvrir qui c'est. Dominic continua. Et quand je le ferai, il y aura des conséquences. Mais je donne à cette personne une chance. Une occasion d'avouer avant que je ne commence à creuser. Personne ne parla. Personne ne bougea. Marco brisa la tension. Vérifie tout le monde, dit-il. Sa voix rauque, y compris moi. Récupère les relevés téléphoniques, les états financiers, tout. S'il y a une fuite, nous la trouverons, sans exception. Dominic hocha lentement la tête. Fais-le. L'enquête dura 4 heures. 4 heures à éplucher les journaux d'appel, les comptes bancaires et les messages cryptés. 4 heures à regarder des hommes qu'il connaissait depuis des années se soumettre à des fouilles et des interrogatoires comme de vulgaires criminels. La réponse arriva juste avant le midi. Marco entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui.
Son visage était gris. Tony Caruso. Dominic leva les yeux de son bureau. Le jeune, le chauffeur, il a passé des appels à un téléphone prépayé enregistré à Brighton Beach, le même indicatif régional que les gens de Kozlov utilisent. 3 appels au cours des 2 dernières semaines. Le premier a eu lieu 2 jours avant que Volkov n'apparaisse à l'école. Tony Caruso, 24 ans, né en Sicile, arrivé en Amérique à 16 ans. Il était avec la famille depuis 3 ans, gravissant les échelons de coursier à chauffeur pour les capots, silencieux, travailleur, sans histoire. La taupe parfaite, amène-le-moi. Ils amenèrent Tony au sous-sol. Il était jeune, plus jeune que Dominic ne s'en souvenait. Cheveux noirs, yeux noirs, une fine cicatrice sur le menton d'un accident d'enfance. Il ressemblait au fils de quelqu'un, au frère de quelqu'un. Il avait l'air terrifié. 2 des hommes de Marco le tenaient par les bras, le forçant à s'asseoir sur une chaise au centre de la pièce. Ses poignets étaient liés derrière son dos. Son visage était pâle et la sueur coulait sur ses tempes malgré le froid. Dominic se tenait devant lui, les bras croisés, l'expression illisible. Tony. Monsieur Moretti, s'il vous plaît, je peux expliquer. Tu as donné des informations sur ma fille à Kozlov. Je n'avais pas le choix. Les mots sortirent de lui, désespérés et brisés. Il a ma famille, ma mère, ma sœur. Elles sont toujours à Catane. Il a dit que si je ne coopérais pas, il... La voix de Tony se brisa. Il m'a envoyé des photos de leur maison, de ma sœur marchant vers l'école. L'ironie n'échappa pas à Dominic. Kozlov avait utilisé le même levier sur Tony qu'il utilisait maintenant sur Dominic. La famille, la seule faiblesse qu'aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pouvait protéger. Combien lui as-tu dit? Juste l'école, l'emploi du temps. Je le jure, Monsieur Moretti, je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait. Je pensais, tu pensais que tu pouvais me trahir et t'en sortir. La tête de Tony tomba. Des larmes coulèrent sur son visage, tombant sur ses mains liées. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Dominic l'étudia un long moment. Il pouvait tuer Tony. Ce serait facile, attendu. La punition traditionnelle pour la trahison était la mort. Et chaque homme dans la pièce comprendrait si Dominic donnait cet ordre. Mais Tony n'était pas l'ennemi. Tony était une arme que Kozlov avait utilisée, et les armes peuvent être retournées. « Veux-tu vivre? » demanda Dominic. Sa voix était plate, sans émotion. Tony leva les yeux, ses yeux rouges et larmoyants. « Oui, s'il vous plaît, oui. Alors tu feras exactement ce que je te dis. Chaque mot, chaque action, sans hésitation. » Tony hocha la tête frénétiquement. « Tu vas contacter Kozlov. Tu vas lui dire que tu as de nouvelles informations, que je déplace Lily dans une planque au Connecticut demain soir. » Mais ce n'est pas... Je sais que ce n'est pas vrai. Dominic se pencha plus près. C'est le but. Tu vas mener Kozlov dans un piège et tu vas m'aider à le détruire. Tony passa l'appel à 3 heures de l'après-midi. Dominic se tenait à 1 mètre de lui, assez près pour entendre les 2 côtés de la conversation, ses yeux ne quittant jamais le visage de Tony. Marco était à côté de lui, les bras croisés, à l'affût de tout signe de tromperie. Le téléphone sonna 2 fois avant que quelqu'un ne réponde. Une voix que Dominic ne reconnut pas. L'un des contacts de Kozlov. « C'est Caruso, » dit Tony. Sa voix tremblait légèrement. Mais c'était bien. Cela semblerait authentique, un homme effrayé transmettant des informations sous la contrainte. « J'ai quelque chose d'important. » « Parle. » Moretti déplace la fille demain soir. Il l'emmène dans une planque au Connecticut, quelque part près de Greenwich. Je l'ai entendu donner l'adresse à son chauffeur. Une pause à l'autre bout. Quelle adresse? Tony récita l'emplacement que Dominic lui avait donné. Une propriété à la campagne, isolée, entourée de bois. Elle appartenait à une société écran qui ne pouvait pas être retracée jusqu'à la famille Moretti. La cachette parfaite, le piège parfait. Tu es certain de ça? Je suis certain, il a peur. Il la déplace parce qu'il pense que Kozlov se rapproche. Une autre pause. Plus longue cette fois. Monsieur Kozlov sera ravi. Reste en position. Rapporte tout ce que tu apprends d'autre. La ligne se coupa. Tony baissa le téléphone avec des mains tremblantes. Il regarda Dominic, désespéré d'obtenir son approbation, désespéré de savoir qu'il en avait fait assez pour se sauver. « Ai-je bien fait? Tu as bien fait. » Dominic lui prit le téléphone. « Maintenant, tu disparais.
Marco t'emmènera quelque part en sécurité jusqu'à ce que ce soit fini. Les yeux de Tony s'écarquillèrent. Vous n'allez pas... Je ne vais pas te tuer, Tony. Tu as fait une erreur. Tu l'as faite parce que Kozlov a menacé ta famille. Et je comprends ça mieux que tu ne le penses. La voix de Dominique était plate, sans chaleur ni pardon. Mais comprends bien ceci. Si jamais tu me trahis à nouveau, je trouverai ta mère et ta sœur et je m'assurerai qu'elles sachent exactement quel genre d'homme tu es avant de te tuer. Tony pâlit. Il hocha la tête une fois, rapidement, et laissa les hommes de Marco le conduire hors de la pièce. Quand il fut parti, Marco se tourna vers Dominic. Tu penses vraiment que Kozlov va mort à l'hameçon? Il attendait une opportunité. Nous venons de lui en donner une. Et s'il ne mord pas, alors nous procédons avec le plan original. Le raid de l'entrepôt, les 23 enfants. Dominique se dirigea vers la fenêtre et regarda le ciel qui s'assombrissait. Mais je connais les hommes comme Kozlov. Il ne peut pas résister. Il veut Lily parce qu'elle est un levier, parce qu'elle est ma faiblesse. Et maintenant, il pense savoir exactement où elle sera. Marco hocha lentement la tête. Et Chen? Je lui ai parlé il y a 1 heure. Le FBI est en position près des quais de Newark. Ils attaqueront l'entrepôt à minuit demain. En même temps que les hommes de Kozlov se dirigeront vers le Connecticut pour intercepter un convoi qui n'existe pas, divisant ainsi leurs forces. Exactement. Kozlov ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Il enverra ses meilleurs hommes après Lily, ce qui signifie moins de gardes à l'entrepôt, moins d'armes protégeant ses enfants. Et toi? Où seras-tu? Dominique se détourna de la fenêtre. Ici, avec Lily. Si quelque chose tourne mal, si Kozlov découvre la supercherie, cette maison est la dernière ligne de défense. Marco l'étudia un moment. La question qu'il voulait poser était écrite sur son visage, mais il ne la formula pas. Il n'en avait pas besoin. Je prendrai personnellement l'équipe de l'entrepôt, dit Marco. Tu as ma parole. Ces enfants seront libres avant le lever du soleil. Je sais qu'ils le seront. Marco partit faire les préparatifs. Dominic trouva Elena dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si c'était une soirée comme les autres. Mais ses mouvements étaient plus tendus que d'habitude. Sa mâchoire était serrée, ses yeux se tournant vers les fenêtres toutes les quelques secondes. Elena. Elle se retourna. Oui. Demain soir. Si quelque chose arrive, si tu entends quelque chose qui ne semble pas normal, tu emmènes Lily dans la chambre forte au sous-sol. Tu verrouilles la porte de l'intérieur et tu ne l'ouvres pour personne d'autre que moi ou Marco. Comprends-tu? Le visage d'Elena était calme, le visage d'une femme qui avait survécu à pire que ça. Je comprends. Il y a de la nourriture et de l'eau là-bas, un téléphone avec une ligne directe vers la police. Tout ce dont vous avez besoin pour attendre. Dominique, elle s'approcha et posa une main usée sur son bras. Je t'ai élevé, j'ai changé tes couches. Je t'ai tenu dans mes bras quand ta mère est morte et quand ton père a été enterré. Penses-tu que je laisserai quelque chose arriver à cet enfant? Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. À l'étage, Lily était assise sur son lit, faisant semblant de lire un livre. Elle avait senti la tension dans la maison toute la journée, les hommes supplémentaires qui allaient et venaient, les conversations à voix basse qui s'arrêtaient dès qu'elle entrait dans une pièce, la façon dont Elena l'avait serrée un peu trop fort à midi. Quelque chose se passait, quelque chose de grand. Elle ne posait plus de questions. Elle avait appris que demander ne faisait que rendre les adultes plus nerveux, plus prudents avec leurs mots. Mieux valait regarder, mieux valait écouter, mieux valait se préparer. Elle ferma le livre et regarda sa table de nuit. Le vieil iPhone de sa mère était là, branché au chargeur. Papa le lui avait rendu hier entièrement chargé, avec une nouvelle coque qui avait son numéro écrit sur un morceau de papier glissé à l'intérieur. Juste au cas où. Lily prit le téléphone et le glissa dans la poche de son pyjama. Il s'y adaptait parfaitement, un petit poids contre sa hanche. Juste au cas où. Cette nuit-là, après le dîner, après qu'Elena l'ait bordé et éteint les lumières, Lily resta allongée dans son lit et fixa le plafond. La maison était silencieuse, mais c'était le mauvais genre de silence, celui qui précède les tempêtes. Elle entendit des pas dans le couloir, doux, familiers. Sa porte s'ouvrit. Papa se tenait dans l'embrasure, sa silhouette se découpant sur la lumière du couloir. Sa porte s'ouvrit. Papa se tenait dans l'embrasure, sa silhouette se découpant sur la lumière du couloir. Il n'alluma pas sa lampe. Il ne parla pas.
Il resta juste là un moment, la regardant, puis il traversa la pièce et s'assit sur le bord de son lit. Lily garda les yeux fermés. Elle respirait lentement, régulièrement, comme elle le faisait quand elle voulait que les adultes pensent qu'elle dormait, mais il savait. Il savait toujours. Lily. Elle ne répondit pas. Il resta silencieux longtemps, si longtemps qu'elle pensa qu'il allait peut-être se lever et partir. Puis il parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne laisserai personne te faire de mal. Tu le sais, n'est-ce pas? » Elle garda les yeux fermés. Elle garda sa respiration régulière. Mais sa petite main se déplaça sur la couverture, cherchant, jusqu'à ce qu'elle trouve sa main posée sur le bord du matelas. Elle serra. Il serra en retour. Et ils restèrent comme ça longtemps, père et fille, se tenant l'un à l'autre dans l'obscurité, tandis que la tempête se préparait à l'extérieur. La journée commença trop calmement. Lily le remarqua en premier. Les oiseaux qui chantaient habituellement devant sa fenêtre étaient silencieux. Les jardiniers qui venaient tous les jeudis matins étaient absents. Même le vent semblait retenir son souffle, comme si le monde entier attendait que quelque chose de terrible se produise. Elle était assise dans le salon avec Elena. Un puzzle à moitié terminé était étalé sur la table basse. Une image d'un château dans les montagnes, 500 pièces. Elles y travaillaient depuis 3 jours, mais aujourd'hui, aucune d'elles ne pouvait se concentrer. Et Elena n'arrêtait pas de regarder les fenêtres. Lily n'arrêtait pas d'écouter les bruits de pas. En bas, dans son bureau, Dominic faisait de même. Son téléphone vibra à 1h01 du matin. La voix de Marco, basse et stable. Nous sommes en position à un demi-mile de l'entrepôt. 14 hommes, armés et prêts, attendant ton signal. Attendez jusqu'à minuit, pas 1 minute avant. Compris. Il raccrocha et vérifia sa montre. 13 heures avant le raid. 13 heures avant que Marco et son équipe ne pénètrent dans cet entrepôt et libèrent 23 enfants de l'obscurité si tout se passait comme prévu. À midi, Sarah Chen envoya un message codé, 3 mots qui signifiaient que tout était en place. Colis prêt. À minuit, les équipes tactiques du FBI étaient postées à 3 endroits différents autour de Newark. Elles frapperaient l'entrepôt simultanément avec l'équipe de Marco, une frappe coordonnée qui laisserait l'opération de Kozlov en ruine. Tout ce que Dominic avait à faire était d'attendre. Il détestait attendre. À 2 heures de l'après-midi, il fit le tour de la maison pour la 5e fois. 8 hommes gardaient la propriété, 2 à la porte d'entrée, 2 à l'arrière, 4 patrouillant le terrain en schéma superposé. Des caméras couvraient chaque angle, des détecteurs de mouvement bordaient la clôture. Cela aurait dû être suffisant. Ce n'était pas le cas. À 3h07 de l'après-midi, les écrans de la salle de sécurité devinrent noirs. Dominic était dans son bureau quand le garde l'appela. Sa voix était tendue, contrôlée, mais Dominic pouvait entendre la peur en dessous. « Monsieur, nous avons perdu l'image. Toutes les caméras. Le système vient de s'éteindre. » Dominic était déjà en mouvement. Depuis combien de temps? 7 secondes jusqu'à présent. 8, 9. Les écrans vacillèrent et se rallumèrent. Dominic atteignit la salle de sécurité à temps pour voir les flux se rétablir un par un. Porte d'entrée, jardin arrière, mur est, mur ouest. Tout semblait normal, sauf là. Dominic pointa l'écran montrant le jardin derrière la cuisine. Cette ombre près du chêne, elle n'était pas là avant. Le garde zooma, l'ombre bougea. Verrouillage, dit Dominic. Sa voix était glaciale. Maintenant, tout le monde à son poste. Ils sont déjà à l'intérieur du périmètre. Les alarmes se mirent à hurler dans toute la maison. À l'étage, Lily entendit le son et son sang se glaça. Elena fut à ses côtés en un instant, lui attrapant la main, la tirant loin du puzzle et vers le couloir. « Viens avec moi, mon enfant. Vite. Ne lâche pas ma main. »« Elena, qu'est-ce qui se passe? »« Pas de questions. Avance. » Elles coururent dans le couloir vers l'escalier de service, l'escalier qui menait au sous-sol, à la chambre forte, à la porte en acier renforcée qui pouvait résister à tout sauf une explosion. Derrière elle, Lily entendit des cris, des voix d'hommes, puis un son qu'elle n'avait jamais entendu de sa vie. Des coups de feu. Ils éclatèrent dans l'air comme le tonnerre, sec et terrifiant. Un coup, 2, une rafale de 3 autres. La prise d'Elena se resserra sur sa main. « Plus vite, Lily. Ne regarde pas en arrière. » Mais Lily regarda en arrière.
Elle vit la porte d'entrée se briser vers l'intérieur. Elle vit des hommes en noir se déverser, leurs visages couverts, leurs mains pleines d'armes. Elle vit les gardes de son père se précipiter pour les affronter. Armes au poing, les corps se heurtant dans le hall d'entrée, et elle vit papa. Il se tenait à la porte de son bureau, un pistolet à la main qu'elle ne savait pas qu'il possédait. Son visage était calme, concentré. Il tira 2 fois, et 2 des hommes en noir tombèrent. Puis il se retourna et la vit. Leurs yeux se croisèrent à travers le chaos. « Cours !» cria-t-il. Elena lui tira le bras, et elles se remirent en mouvement, dévalant les escaliers vers le sous-sol. La chambre forte était à 20 pieds. 15. 10. Elles y étaient presque. La fenêtre à côté d'elle explosa. Des éclats de verre volèrent dans le couloir. Lily sentit quelque chose lui couper la joue, vif et chaud. Elena trébucha, déséquilibrée par la force de l'impact. Une silhouette passa par la fenêtre brisée. Il était immense, large épaules, bras épais, un visage comme de la pierre taillée. Il portait les mêmes vêtements noirs que les autres, mais il se déplaçait différemment, plus vite, avec plus de détermination. Il attrapa Elena par la gorge et la projeta contre le mur. Elle s'effondra et ne se releva pas. Lily hurla. Elle hurla pour Elena. Elle hurla pour papa. Elle hurla parce qu'elle avait 7 ans et que le monstre de ses cauchemars l'avait enfin trouvée. La main de l'homme se plaqua sur sa bouche. Sa prise était de fer incassable. Il la souleva du sol comme si elle ne pesait rien et se tourna vers la fenêtre brisée. Par-dessus son épaule, à travers ses larmes, Lily vit son père. Il courait vers elle, sprintant dans le couloir avec son arme levée et son visage tordu en quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas de la peur, quelque chose au-delà des deux. Quelque chose de primal, quelque chose qui avait dormi en lui toute sa vie et qui s'était enfin réveillé. Il hurlait son nom, mais le son s'estompait. Tout s'estompait. L'homme qui la tenait pressa quelque chose contre son visage, un chiffon qui sentait le sucré et le chimique, et le monde commença à se brouiller sur les bords. La dernière chose que Lily vit fut le visage de son père. La dernière chose qu'elle entendit fut lui l'appelant. Puis tout devint noir. Dominic atteignit le couloir 3 secondes trop tard. Il vit l'homme tenant sa fille. Il vit le petit corps de Lily devenir flasque. Il vit la fenêtre brisée et la camionnette noire qui attendait dehors avec son moteur en marche. Il leva son arme et tira. Le premier coup toucha l'un des hommes couvrant de la fuite. Il tomba sans un bruit. Le deuxième coup manqua sa cible, perforant le mur alors que l'homme tenant Lily se tournait et courait. Dominic sprinta après eux. Ses jambes brûlaient, ses poumons criaient. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Rien n'avait d'importance, sauf la petite silhouette qui disparaissait par la fenêtre brisée. Il atteignit le cadre juste à temps pour voir la porte de la camionnette se refermer. Il tira à nouveau. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les balles étincelèrent contre la carrosserie blindée de la camionnette. Inutile, sans signification. La camionnette accéléra. Les pneus crissèrent sur le bitume. Et puis elle disparut, avalée par l'obscurité au bout de l'allée, emportant sa fille avec elle. Dominic resta à la fenêtre, son arme toujours levée, pointant vers le vide. Derrière lui, les bruits de combat s'estompaient. Ces hommes avaient gagné le combat à l'intérieur de la maison. 4 des soldats de Kozlov gisaient morts dans le hall d'entrée, 2 autres dans le jardin, mais cela n'avait pas d'importance. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient Lily. Il baissa lentement l'arme, sa main tremblant d'une manière qu'elle n'avait pas tremblé depuis 20 ans. Dominic. La voix d'Elena, faible, brisée. Il se retourna et la trouva affalée contre le mur où l'agresseur l'avait jetée. Du sang coulait d'une coupure sur son front. Son visage était mouillé de larmes. « J'ai essayé, » murmura-t-elle. « J'ai essayé de la protéger. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Il s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. « Ce n'est pas ta faute. » Mais les mots étaient creux, des sons vides qui ne signifiaient rien, car quelque part là-dehors, dans une camionnette filant vers Dieu sait où, sa fille de 7 ans était inconsciente dans les bras de monstres, et il n'avait pas réussi à les arrêter. Un de ces hommes apparut dans le couloir, jeune, effrayé. « Monsieur, que faisons-nous » Dominic ne répondit pas. Il se leva, passa devant le jeune soldat sans le voir et trouva son téléphone.
Il composa le numéro de Marco avec des doigts qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Marco répondit à la première sonnerie. Dom, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des coupes de feu à la radio. Ils l'ont prise. Silence. Marco, ils ont Lily. Plus de silence. Puis, lentement, prudemment, que veux-tu faire? Annule l'opération. Fais reculer tout le monde. Nous devons savoir. Le mot frappa Dominic comme une gifle. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. La voix de Marco était stable, dure, la voix d'un homme qui connaissait Dominic depuis 20 ans et n'avait pas peur de lui dire la vérité. Si nous annulons maintenant, ces 23 enfants sont perdus. Kozlov les déplacera avant l'aube. Ils disparaîtront dans son réseau et nous ne les reverrons jamais. Je me fiche des autres enfants. Je me soucie de ma fille. Je sais, mais écoute-moi. Marco fait une pause. Kozlov ne tuera pas Lily, pas encore. Elle est trop précieuse comme levier. Il l'a prise parce qu'il veut quelque chose de toi. Si nous annulons le raid, il obtient tout ce qu'il veut. Il garde les enfants, il garde son opération. Et une fois qu'il n'aura plus besoin de Lily, il la tuera de toute façon. Dominic ferma les yeux. Il savait que Marco avait raison. Il détestait ça. Il le détestait de toutes les fibres de son être, mais il le savait. La seule façon de sauver ta fille, continua Marco, est de détruire Kozlov ce soir. Tout, son entrepôt, son opération, tout son réseau. Nous lui prenons tout et ensuite nous négocions une position de force. Et s'il la tue avant que nous n'arrivions, il ne le fera pas. Il a besoin d'elle vivante pour te contrôler. C'est son jeu. Il parie que tu vas t'effondrer. Il parie que tu feras quelque chose de stupide. Alors, que dois-je faire? Tu restes intelligent. Tu l'appelles. Tu découvres où il la retient. Et tu nous gagnes du temps pour finir ce que nous avons commencé. Dominic ouvrit les yeux. La rage était toujours là, brûlante, hurlante. Mais en dessous, quelque chose de plus froid avait pris racine. Quelque chose qui ressemblait à un calcul. Combien de temps avant le raid? 8 heures. Nous agissons à minuit, comme prévu. Alors j'ai 8 heures pour trouver ma fille. Il raccrocha et composa un autre numéro. Un numéro qu'il avait appelé il y a 2 jours avec des menaces et des rires. Kozlov répondit à la deuxième sonnerie. Dominic, je me demandais quand vous appelleriez. Vous avez ma fille. En effet, elle est assez charmante quand elle dort, si paisible. La prise de Dominic se resserra sur le téléphone jusqu'à ce que le plastique craque. Que veux-tu? Ce que j'ai toujours voulu. Votre coopération. Vos ports. Votre réseau. La voix de Kozlov était douce, satisfaite. Mais maintenant, je veux autre chose. Je veux que vous veniez à moi personnellement. L'entrepôt du quai Sept, seul, sans armes, sans hommes, juste vous. Et en échange? En échange, vous pourrez revoir votre fille. Qu'elle soit vivante ou morte quand vous la verrez dépend entièrement de la façon dont vous suivrez les instructions. Quand? Minuit. Pas 1 minute plus tard. La ligne se coupa. Dominic se tenait dans le couloir, entouré de verres brisés, de sang et des corps d'hommes qui avaient essayé de tout lui prendre. 8 heures. Dans 8 heures, Marco attaquerait l'entrepôt. Le FBI interviendrait. 23 enfants seraient libérés. Et Dominic marcherait dans un piège. Avant de partir, il monta les escaliers jusqu'à la chambre de Lily. Tout était exactement comme elle l'avait laissé ce matin. Le lit défait. Comme elle le laissait toujours, un verre d'eau à moitié fini sur la table de nuit. Son ours en peluche préféré appuyé contre les oreillers. Un ours brun avec un œil manquant qu'elle avait nommé Monsieur Bouton. Son cahier de devoirs était ouvert sur le bureau. Des problèmes de mathématiques. Addition et soustraction. Son écriture était soignée. Chaque chiffre formé avec la précision d'un enfant qui voulait bien faire les choses. Et sur le coin du bureau, captant la lumière de la fenêtre, se trouvait une petite barrette à cheveux. Un papillon. Bleu et argent. Isabella la lui avait donnée pour son 5e anniversaire, il y a 2 ans. Lily la portait tous les jours. Elle avait dû l'oublier ce matin. Dominic la ramassa. Elle était si petite dans sa main, si délicate. Il la glissa dans la poche de sa veste, près de son cœur. Puis il sortit de la pièce, descendit les escaliers et s'enfonça dans la nuit. Il était prêt à mettre le monde à feu et à sang. Lily se réveilla à l'odeur de sel et d'huile. Sa tête lui faisait mal. Sa bouche avait un goût de produits chimiques, amer et désagréable. Elle essaya de bouger,
Et c'est là qu'elle réalisa que ses mains étaient attachées derrière son dos, de la corde, rugueuse contre ses poignets. Pas trop serrée, pas trop serrée, mais assez serrée. Elle garda les yeux fermés au début, comme papa le lui avait appris. Quand tu te réveilles dans un endroit étrange, ne leur fais pas savoir que tu es réveillé. Écoute d'abord. Apprends ce que tu peux avant qu'ils ne sachent que tu fais attention. Elle écouta. De l'eau. Le bruit de l'eau clapotant contre quelque chose de métallique. Le grincement du bois et de l'acier se déplaçant sous un poids invisible. Le faible bourdonnement de machines quelque part au loin. Et des respirations. Beaucoup de respirations. De petits sons effrayés qui n'appartenaient pas à des adultes. Lentement, prudemment, Lily ouvrit les yeux. L'obscurité. Pas une obscurité complète. Il y avait de la lumière qui venait de quelque part. Une fine bande sous une porte à l'autre bout de la pièce. Assez pour transformer les formes en ombres et les ombres en suggestions. Elle était allongée sur un sol en béton froid. Le plafond était haut au-dessus d'elle, perdu dans le noir. Les murs étaient en métal, ondulés, comme l'intérieur d'un conteneur d'expédition ou d'un entrepôt. Et elle n'était pas seule. À mesure que ses yeux s'adaptaient, les ombres se transformèrent en formes. De petites formes, des formes humaines, des enfants. Ils étaient partout, blottis contre les murs, recroquevillés dans les coins. Certains allongés sur le sol comme elle, d'autres assis, les genoux ramenés contre leur poitrine. Lily les compta dans l'obscurité. 5, 7, 9, 10. 10 enfants en plus d'elle. Certains semblaient plus jeunes qu'elle, peut-être 5 ou 6 ans. D'autres semblaient plus âgés, 11 ou 12 ans. Tous avaient le même regard sur leur visage. Le regard d'animaux qui avaient été en cage si longtemps qu'ils avaient oublié ce que la liberté signifiait. La plupart d'entre eux étaient silencieux. Quelques-uns pleuraient, de doux gémissements qui semblaient avoir duré des heures et n'avoir plus rien à donner. L'un d'eux la regardait, une fille, peut-être 8 ans, avec des cheveux blonds sales et des yeux creux. Elle était assise contre le mur à quelques mètres de là, ses poignets liés comme ceux de Lily, son visage pâle et mince. « Tu es réveillée », murmura-t-elle. Son anglais était cassé, accentué. D'Europe de l'Est, peut-être. Lily hocha lentement la tête. « N'essaie pas de courir », dit la fille. « Ils te font mal si tu cours. » J'ai essayé. Elle leva légèrement sa main liée et Lily vit les bleus sur ses bras, violets, jaunes et noirs. Où sommes-nous? Je ne sais pas. Quelque part près de l'eau. Je pense un endroit avec des bateaux. Un quai? La fille hocha la tête. Quai? Oui, ils nous ont amenés ici hier. Plus d'enfants avant. Ils les ont emmenés. Sa voix baissa jusqu'à devenir à peine audible. Ils nous vendent. Lily sentit son cœur s'arrêter. Vendre. Le mot atterrit dans sa poitrine comme une pierre. Elle pensa à la conversation qu'elle avait surprise dans le bureau de papa. 23 enfants, l'entrepôt sur les quais. Kozlov, c'était ça. C'était là qu'il les gardait. Et maintenant, elle était l'une d'entre eux. La peur monta dans sa gorge, chaude et étouffante. Elle voulait crier, elle voulait pleurer. Elle voulait fermer les yeux et se réveiller dans son propre lit, avec Elena préparant le petit déjeuner en bas et papa lisant le journal dans son bureau. Mais rien de tout cela n'aiderait. Elle entendit la voix de papa dans sa tête, calme et stable, comme elle l'était toujours quand il lui apprenait quelque chose d'important. Quand tu as peur, réfléchis. Ne panique pas. La peur n'est qu'une information. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Utilise-la, mais ne la laisse pas t'utiliser. Lily prit une inspiration, puis une autre. Elle réfléchit. Ses mains étaient liées, mais pas ses jambes. Elle pouvait bouger si nécessaire. La corde autour de ses poignets était serrée, mais pas écrasante. Il ne s'attendait pas à beaucoup de résistance de la part d'une fillette de 7 ans. Il ne l'avait pas très bien fouillée non plus. Son cœur bondit. Se déplaçant lentement, gardant son visage impassible, Lily se tordit jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre le poche de son pyjama avec ses mains liées. Le téléphone était toujours là. Le vieil iPhone de maman. Celui qu'elle avait glissé dans sa poche la nuit précédente. Juste au cas où. Celui qui avait le numéro de papa scotché à l'intérieur de la coque. Ils ne l'avaient pas trouvé. Ils n'avaient pas pensé à vérifier la poche d'un enfant pour une arme. Lily sortit le téléphone avec des doigts tremblants.
le cachant contre son corps, protégeant l'écran avec son épaule pour que la lumière ne la trahisse pas. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma, faible et fissuré, mais vivant. Batterie, 8%. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit le laisser tomber. Elle regarda autour de la pièce. Les autres enfants étaient perdus dans leur propre misère. La fille qui lui avait parlé avait fermé les yeux, se retirant dans un endroit sûr qui existait dans sa tête. Personne ne regardait. Lily ouvrit les contacts du téléphone. Le numéro de papa était en haut, là où il était toujours. Elle voulait l'appeler. Elle voulait entendre sa voix lui dire que tout irait bien. Elle voulait qu'il défonce la porte et la sorte de ce cauchemar. Mais elle ne pouvait pas appeler. Si elle appelait, il pourrait l'entendre. Il y avait des gardes dehors. Elle avait entendu leurs pas plus tôt. Des bottes lourdes passant devant la porte. Un son. Un mot prononcé trop fort, et il trouverait le téléphone et lui enlèverait sa seule chance. Elle ouvrit plutôt les messages. Ses doigts se déplaçaient sur l'écran, maladroits et désespérés. « Papa, je suis dans un endroit sombre, odeur eau et huile. J'entends bateau. » Elle fixa les mots. Ils semblaient faux, mal orthographiés, enfantins. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle appuya sur « Envoyer ». Le message afficha une petite coche. « Livré ». La batterie tomba à 6%. Lily éteignit de l'écran et pressa le téléphone contre sa poitrine, le cachant sous ses mains liées. Et puis elle attendit. Dominic était à 15 minutes des quais quand son téléphone vibra. Il conduisait seul, contre tous les avis. Les rues étaient vides à cette heure. La ville retenait son souffle dans l'espace entre minuit et l'aube. Il jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à Marco, à Sarah Chen, à n'importe qui sauf au nom qui apparut. Lily. Son cœur s'arrêta. Il gara la voiture sur le côté de la route avec un crissement de pneus et attrapa le téléphone avec des mains qui avaient soudainement oublié comment rester stable. Le message était court, mal orthographié, écrit par une fillette de 7 ans dans le noir avec les mains liées. « Papa, je suis dans endroit sombre. Odeur eau et huile. J'entends bateau. Eau, huile, bateau. » Dominic lut les mots 3 fois, son esprit parcourant toutes les possibilités, tous les lieux, tous les endroits de la ville où ces 3 choses se croisaient. Newark, les quais, l'entrepôt du quai Sept. Lily était dans le même bâtiment qu'il prévoyait d'attaquer. Elle était là, avec les autres enfants, avec les gardes de Kozlov et les armes de Kozlov et tout ce qui allait devenir une zone de guerre en moins de 4 heures. Sa fille était assise au milieu du champ de bataille. Il composa le numéro de Marco. « Dom, tu es censé maintenir le silence radio jusqu'à changement de plan. » La voix de Dominic coupa comme une lame. « Lily est dans l'entrepôt. Elle vient de m'envoyer un message. Elle est retenue avec les autres enfants. Silence à l'autre bout. Puis, tu es sûr? Eau, huile et bateau. Elle entend des bateaux. Où d'autres pourraient-elles être? Jésus. » Marco expira bruyamment. « D'accord. D'accord. Ça change les choses. Ça change tout. On ne peut pas y aller en force. Pas avec Lily là-dedans. Pas avec 23 autres enfants. Je sais. Laisse-moi réfléchir. » Dominic pouvait entendre la respiration de Marco, rapide et contrôlée. Le son d'un homme recalculant en temps réel. « Nous devons nous coordonner avec Chen. Le FBI a des équipes tactiques avec une formation de sauvetage d'otages. Nous avons besoin d'eux devant, pas derrière. Appelle-la. J'envoie un texto. Elle est intelligente. Elle saura le garder silencieux. » Il raccrocha et ouvrit le fil de discussion. Ses doigts se déplaçaient sur l'écran, chaque mot choisi avec soin. Pas de place pour la confusion, pas de place pour les malentendus. Papa sait où tu es. Tu as si bien fait, ma chérie. Trouve le coin le plus sombre. Reste là. Quand tu entendras des bruits forts, allonge-toi à plat et couvre-toi la tête. Ne bouge pas jusqu'à ce que papa vienne te chercher. J'arrive. Il l'envoya et regarda la coche apparaître. Livré. Puis il attendit. 30 secondes, 1 minute. La réponse arriva. Et Dominic sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine. « D'accord, papa. » Une pause, puis un autre message. « Il y a d'autres enfants ici, papa. Beaucoup. Ils ont peur. » Il ferma les yeux. Bien sûr qu'elle remarquerait les autres enfants. Bien sûr qu'elle penserait à eux-mêmes maintenant. Même attachée dans le noir. Même terrifiée à en perdre la tête. Elle était la fille de sa mère. « Je sais, ma chérie. Nous allons tous les sauver. Mais tu dois rester silencieuse et cachée. Peux-tu faire ça pour papa? »
Oui, bonne fille, je t'aime. Il attendit la réponse, regarda les 3 points apparaître, disparaître et réapparaître. Puis le message final arriva. Je t'aime, papa. L'écran s'éteignit. Il essaya d'envoyer un autre message, mais il fut retourné. Non livré. Le téléphone était mort. Batterie épuisée. Sa dernière connexion avec sa fille était coupée. Dominic resta assis dans l'obscurité de sa voiture, fixant ces 4 mots sur l'écran. Je t'aime, papa. Il serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Ses mains tremblaient. Sa mâchoire se serra jusqu'à ce que ses dents lui fassent mal. Quelque part de l'autre côté de la ville, dans un entrepôt rempli de monstres, sa fille de 7 ans était allongée dans le noir, attendant qu'il vienne la sauver, lui faisant confiance, croyant dans lui. Il ne pouvait pas la décevoir. Il ne le ferait pas. Son téléphone sonna. Sarah Chen. Moretti, Marco vient de m'appeler. Est-il vrai que votre fille est à l'intérieur? Elle est là avec les autres. Elle a réussi à envoyer un message avant que son téléphone ne meure. Bon sang. La voix de Sarah était tendue, professionnelle, mais il pouvait entendre l'émotion en dessous. Cela complique tout. Je sais. Nous devons ajuster l'approche. Pas d'assaut lourd. Pas de grenade assourdissante. Rien qui pourrait blesser les enfants. D'accord, je déplace mes équipes tactiques maintenant. Nous entrerons par le côté de l'eau, par les baies de chargement. Plus silencieux, plus contrôlé. L'équipe de Marco entrera par la rue. Nous les prendrons dans un feu croisé. Mais nous devons d'abord sécuriser la pièce où ils retiennent les enfants. Compris. Sarah fit une pause. Moretti, nous allons les sortir. Tous, ils voulaient la croire. Soyez juste prêts à bouger, dit-il. J'ai fini d'attendre. Il raccrocha et regarda le téléphone une dernière fois. L'écran affichait toujours le dernier message de Lily. 4 mots qui signifiaient tout. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, ma chérie, » murmura-t-il dans la voiture vide. Puis il mit le téléphone dans sa poche, démarra le moteur et se dirigea vers les quais. Vers sa fille. Vers la guerre. Oh, Avelheimer. Minuit arriva enveloppé de brouillard. Il venait de la baie de Newark comme une chose vivante, épais, gris et lourd de l'odeur de sel et de diesel. Il avalait les lampadaires, assourdissait les sons lointains de la ville et transformait les chantiers navals en un labyrinthe d'ombre et d'acier. Une couverture parfaite. Dominic s'accroupit derrière un conteneur d'expédition rouillé, 6 hommes derrière lui. Ils portaient du noir, sans insigne, sans identification. Leurs visages cachés derrière des cagoules. Pour quiconque les regardait, ils auraient pu être des fantômes. Son oreillette crépita. Équipe 2 en position. La voix de Marco, basse et stable. Côté ouest, derrière l'ancien entrepôt de stockage. Visuel sur l'entrée arrière. 2 gardes, tous 2 armés. Compris. Dominic appuya sur le bouton de communication. Chen, quel est votre statut? La voix de Sarah arriva, professionnelle et sèche. Les équipes tactiques du FBI sont en position au bord de l'eau. 12 agents. Nous avons les yeux sur les baies de chargement. 3 gardes visibles, plus 2 autres à l'intérieur du bureau du quai. Les enfants, l'imagerie thermique montre une grande signature de chaleur dans la section nord-ouest de l'entrepôt. Plusieurs corps regroupés. C'est notre cible. Lily était là-dedans, quelque part dans cette masse de chaleur, de peur et d'obscurité, l'attendant. Rappelez-vous, continua Sarah, nous avons besoin de Kozlov vivant. Il a des informations sur tout le réseau. Sans lui, nous perdons la piste. Dominic ne répondit pas. Il n'avait fait aucune promesse de garder Kozlov en vie. Les minutes s'écoulèrent. Minuit 1, minuit 2, minuit 3. Dominic vérifia son arme pour la 3e fois. Un Beretta 92, modifié pour le tir avec silencieux. 15 cartouches dans le chargeur, 2 chargeurs supplémentaires dans son gilet. Ce ne serait pas suffisant si tout tournait mal. Il faudrait que ce soit suffisant. À minuit 4, le signal arriva. 3 longs coups de corne de navire quelque part dans la baie. Le son roula sur l'eau, profond et lugubre, coupant le brouillard comme une lame. C'était l'heure. Toutes les équipes, dit Dominic dans sa radio, allez-y. Tout se passa en même temps. L'équipe de Marco frappa l'entrée arrière. Dominic entendit le crépitement lointain de tirs avec silencieux. 2 tirs rapides, puis la voix de Marco, garde arrière à terre. Nous sommes dedans. Au bord de l'eau, les équipes du FBI de Sarah se déplaçaient comme des ombres. Elles émergeaient du brouillard, armes levées, convergeant vers les baies de chargement depuis 3 directions.
Les gardes ne les virent jamais venir. Dominic courait déjà. Il traversa l'espace ouvert entre le parc à conteneurs et l'entrepôt principal en 12 secondes, ses hommes se déployant derrière lui. L'entrée principale se profilait devant. Une immense porte coulissante en acier ondulé, gardée par deux hommes en équipement tactique. Ils regardaient dans la mauvaise direction. Le premier tir de Dominic toucha celui de gauche à l'épaule. Il tourna sur lui-même et tomba. Le second garde se retourna, levant son arme, mais l'un des hommes de Dominic fut plus rapide. 2 balles dans la poitrine. Il tomba lourdement. « Dégagez, dit Dominic. Forcez la porte. » L'un de ses hommes s'avança avec un écarteur hydraulique. La serrure céda avec un cri de métal et la porte s'ouvrit en coulissant, révélant l'obscurité à l'intérieur. L'entrepôt était énorme, les hauts plafonds perdus dans l'ombre. Des rangées de conteneurs d'expédition empilés comme des blocs de construction. Des palettes de marchandises emballées dans du plastique et estampillées d'étiquettes étrangères. Et quelque part dans le labyrinthe, le son de voix, de cris, de bruits de pas. L'effet de surprise était terminé. « Contact !» cria quelqu'un. Des éclairs de bouche illuminèrent l'obscurité. Les coups de feu résonnèrent contre les murs métalliques, incroyablement forts, transformant l'entrepôt en un canyon de tonnerre. Dominic plongea derrière un chariot élévateur, alors que des balles étincelaient contre le sol en béton où il se tenait. Son oreillette explosa de voix qui se chevauchaient. On nous tire dessus depuis l'Est, 2 hostiles sur la passerelle. Les équipes du FBI sont à l'intérieur, se dirigeant vers la zone de détention. Dominic les ignora. Il avait un objectif, un seul but. Tout le reste n'était que du bruit. Il se déplaça à travers le chaos comme un homme possédé, se baissant, roulant, tirant quand il avait une cible claire, ignorant tout ce qui n'était pas directement sur son chemin. Une balle lui érafla le bras, déchirant sa manche et laissant une ligne de feu sur sa peau. Il ne s'arrêta pas. Autour de lui, la bataille faisait rage. Les hommes de Kozlov se défendaient avec acharnement, utilisant les conteneurs comme couverture, établissant un tir de suppression qui maintenait les équipes du FBI clouées près des baies de chargement. Mais ils étaient en infériorité numérique, débordés. L'équipe de Marco poussait depuis l'ouest, les conduisant vers le centre de l'entrepôt comme des animaux menés vers un piège. Puis Dominic l'entendit. Des cris. Pas des voix d'adultes, pas les cris d'hommes au combat. Des enfants. Le son coupa à travers les tirs comme un couteau dans du papier. Aigu, terrifié. Venant de quelque part devant, derrière un mur de conteneurs empilés. Dominic courut. Il ne pensa pas aux balles qui sifflaient près de sa tête, ne pensa pas aux gardes qui tiraient encore depuis les passerelles, ne pensa à rien d'autre qu'à ce son, ces voix, sa fille quelque part dans l'obscurité appelant à l'aide. Il tourna un coin et le vit. Une porte en métal à l'arrière de l'entrepôt, lourde, renforcée, et debout devant, armes levées, se tenait l'homme de ses cauchemars. Sergei Volkov, l'observateur du banc. L'homme qui avait étudié Lily à travers une clôture pendant 3 jours. L'homme qui était passé par une fenêtre et l'avait arraché des bras d'Elena. Leurs yeux se croisèrent à travers 20 pieds de béton taché de sang. Volkov sourit. Derrière cette porte, les enfants criaient. Lily entendit les coups de feu et ce que papa était devenu. Les sons étaient d'abord lointains, étouffés par les murs épais de leur prison. Pop, pop, pop. Comme des feux d'artifice, mais plus secs, plus en colère. Les autres enfants se mirent à crier. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils savaient seulement que le monde extérieur à leur porte avait explosé de violence. Et la violence était quelque chose qu'ils avaient appris à craindre plus que tout. Mais Lily comprenait. Papa était là. Papa se battait et elle devait faire exactement ce qu'il lui avait dit. Trouver le coin le plus sombre. Quand tu entendras des bruits forts, allonge-toi à plat et couvre-toi la tête. Elle bougea. Ses mains étaient toujours liées, mais la corde s'était desserrée pendant les heures qu'elle avait passées à y travailler, frottant ses poignets à vif contre les fibres rugueuses. Elle ne pouvait pas se libérer, mais elle pouvait bouger ses bras assez pour fonctionner. « Viens ici, murmura-t-elle à la fille qui lui avait parlé plus tôt. « Viens dans le coin, nous devons nous cacher. » La fille la fixa avec de grands yeux terrifiés. « Maintenant, siffla Lily, bouge. » Quelque chose dans sa voix brisa la paralysie de la fille. Elle rampa vers Lily, puis un autre enfant suivit et un autre.
Bientôt, Lily en avait rassemblé 6 dans le coin le plus sombre de la pièce, les pressant contre le mur, les poussant vers le bas. Baissez-vous, dit-elle. Couvrez-vous la tête. Ne levez pas les yeux. Ne bougez pas. Ils obéirent. Ils avaient trop peur pour faire autre chose. Les tirs se rapprochaient. Lily pouvait entendre des cris maintenant, des voix d'hommes aboyant des ordres en anglais et en russe. Elle entendit le fracas du métal, le bruit sourd des corps qui tombaient, le claquement sec des balles frappant l'acier. Puis la porte s'ouvrit brusquement. La lumière inonda la pièce, aveuglante après tant d'heures dans l'obscurité. Lily plissa les yeux, son cœur battant, espérant voir le visage de papa. Ce n'était pas papa. C'était Nikolai, l'homme qui l'avait enlevé de la maison, celui au visage de pierre et aux mains de fer. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, respirant fort, ses vêtements déchirés et tachés de quelque chose de sombre. Ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il la trouve. « Toi, dit-il. » Il traversa la distance en 3 pas et l'attrapa par le bras, l'attirant sur ses pieds. Les autres enfants crièrent et se dispersèrent, se pressant contre les murs comme des animaux effrayés. « Lâche-moi. » Lily lui donna des coupes de pied, se tordit contre sa prise. « Lâche-moi. » Sa main se resserra, assez fort pour la meurtrir. « Tais-toi. Tu viens avec moi. » Une assurance. Il commença à la traîner vers la porte. Lily fit la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle le mordit. Ses dents s'enfoncèrent dans la chair de son avant-bras, brisant la peau, goûtant le sang. Nikolai hurla et retira son bras, et pendant 1 seconde, sa prise se desserra. Elle essaya de courir. Elle y arriva presque. Sa main attrapa ses cheveux et la tira en arrière. Et puis son bras fut autour de sa gorge, la soulevant du sol, serrant jusqu'à ce que des poings dansent dans sa vision. Petite idiote. Il ne finit jamais sa phrase. Une ombre apparut dans l'embrasure de la porte. Papa. Il se tenait là comme sorti d'un cauchemar, couvert de poussière et de sang, une arme à la main et le meurtre dans les yeux. Son regard trouva Lily, trouva le bras autour de sa gorge, et quelque chose dans son visage changea. Ce n'était plus de la colère. C'était quelque chose de plus ancien, de plus sombre, quelque chose qui avait dormi en lui toute sa vie et qui s'était enfin complètement réveillé. Laisse-la partir. Nikolai rit. C'était un son creux, désespéré. Je ne crois pas, non. Il pressa le canon de son arme contre la tempe de Lily. Le métal était froid. Elle pouvait sentir sa main trembler. Lâche ton arme, Moretti, ou je lui mets une balle dans la tête. Papa ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur le visage de Nikolai, le lisant, calculant. L'arme dans sa main était stable, pointée directement sur l'espace entre les yeux de Nikolai. « Tu ne le feras pas, » dit papa doucement. « Elle est la seule chose qui te maintient en vie. » « Peut-être, mais es-tu prêt à parier sa vie là-dessus? » Le silence s'étira. 1 seconde, 2, 3. Lily pouvait entendre son propre rythme cardiaque, pouvait sentir le métal froid contre sa peau, pouvait voir la peur dans les yeux de Nikolai, le désespoir d'un animal acculé. Puis papa baissa son arme lentement, délibérément. Ses mains s'écartèrent, l'arme pointée vers le sol. « Voilà, dit-il. Elle laisse baisser. Maintenant, laisse-la partir. » La prise de Nikolai se desserra légèrement. Un sourire commença à se former sur son visage. Il ne vit jamais Marco. Le coup de feu vint de derrière, d'une porte latérale que Lily n'avait pas remarquée. Marco se tenait dans le cadre, son arme levée, sa visée parfaite. La balle toucha Nikolai à l'épaule. Il tourna sur lui-même sous l'impact, sa main armée se contractant, sa prise sur Lily se brisant. Elle tomba en avant, heurtant durement le béton, se débattant pour s'éloigner. L'arme de Nikolai partit. Le son fut assourdissant. Lily sentit quelque chose de chaud lui trancher le bras, une ligne de feu qui la fit crier. Puis Nikolai était par terre, Marco debout au-dessus de lui et papa courait vers elle. Lily. Il tomba à genoux à côté d'elle, ses mains trouvant son visage, ses épaules, l'attirant dans ses bras. Elle s'enfouit dans sa poitrine, tremblante, sanglotante, vivante. « Papa, » murmura-t-elle. « Papa, il y a du sang. » Elle leva son bras. Une ligne rouge courait de son coude à son poignet, sointant lentement à travers le tissu déchiré. Dominique regarda la blessure. Son visage resta calme, sa voix resta stable, mais ses mains, enroulées autour de son petit corps, tremblaient.
Ce n'est qu'une égratignure, dit-il doucement. Juste une égratignure, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Elle pressa son visage contre sa chemise et se laissa le croire. Papa est là, murmura-t-il dans ses cheveux. Papa t'a retrouvé. Tu es en sécurité. Dominic tint sa fille pendant exactement 10 secondes. 10 secondes pour sentir son cœur battre contre sa poitrine. 10 secondes pour respirer l'odeur de ses cheveux. 10 secondes pour savoir qu'elle était vivante, que le cauchemar ne l'avait pas complètement emportée. Puis il la lâcha. Marco? Marco était déjà là, agenouillé à côté d'eux, le visage sombre mais soulagé. Sors-la d'ici. Dominic souleva Lily avec précaution et la plaça dans les bras de Marco. Amène-la au médecin, ne la quitte pas des yeux. Quoi qu'il arrive à l'intérieur, tu la sors. Dom, quoi qu'il arrive. Marco le regarda un long moment. 20 ans d'amitié. 20 ans de loyauté. Il savait ce que Dominic allait faire et il savait qu'il était inutile de discuter. Je la protégerai de ma vie, dit Marco. Je sais que tu le feras. Lily tendit la main alors que Marco se tournait pour l'emporter. Sa petite main attrapa la manche de Dominic. Papa. Il la regarda. 7 ans. Du sang sur son bras. Des larmes sur ses joues. Mais ses yeux étaient instables. Les yeux de sa mère. Je serai juste derrière toi, dit-il. J'ai juste une dernière chose à faire. Elle soutint son regard un instant de plus. Puis elle hocha la tête. Et Marco la porta vers la sortie où les ambulances attendaient. Dominic les regarda partir. Puis il se retourna et s'enfonça plus profondément dans l'entrepôt. La bataille était terminée. Les hommes de Kozlov étaient soit morts, soit en train de se rendre, leurs armes cliquetant sur le sol alors que les agents du FBI criaient des ordres. Les enfants avaient été retrouvés. Tous les 23, blottis ensemble dans cette pièce sombre. Les ambulanciers affluaient maintenant, enroulant des couvertures autour d'épaules tremblantes, portant les plus petits vers les véhicules qui attendaient. Mais Dominic ne cherchait pas d'enfant. Il cherchait un monstre. Il trouva Kozlov à l'arrière de l'entrepôt, essayant de se faufiler par une porte de service qui menait au quai de chargement. Le Russe était seul maintenant, ses gardes dispersés ou capturés, son empire s'effondrant autour de lui. Il se figea quand il vit Dominic. Pendant un moment, ils restèrent là, deux hommes, deux mondes, l'espace entre eux épais de tout ce qui s'était passé. Puis Kozlov sourit. « Dominic !» Il écarta les mains, un geste de fausse reddition. « Je dois admettre que je t'ai sous-estimé. Je pensais que tu t'effondrerais quand j'ai pris la fille. Je pensais que la peur te rendrait stupide. Tu as mal pensé. » Apparemment, Kozlov jeta un coup d'œil au chaos, aux agences du FBI se déplaçant dans l'entrepôt, au son lointain des sirènes. « Mais et maintenant, vas-tu me tuer ici, devant tous ces témoins? » Dominic leva son arme, le canon pointé directement sur le front de Kozlov. Son doigt reposait sur la gâchette. Une contraction, une pression, et l'homme qui avait menacé sa fille, qui avait volé des enfants et les avait vendus comme du bétail, cesserait d'exister. « Vas-y, dit Kozlov. Sa voix était calme, presque amusée. Appuyez sur la gâchette, mais pense à ce qui se passera ensuite. Le FBI est partout. Tu me tues, tu vas en prison. 20 ans, 30, à vie. » Il pencha légèrement la tête. Qui s'occupera de la petite Lily alors? Qui l'aborde la nuit? Qui la protège du prochain homme qui se présentera? Les mots firent mouche, la main de Dominic trembla, juste légèrement, juste assez. Il pensa à Lily dans l'ambulance, pensa à sa blessure, à ses larmes, à la façon dont elle l'avait attrapé alors que Marco l'emportait. Il pensa à toutes les années à venir, les anniversaires, les remises de diplômes, les moments qui ne signifieraient rien s'il les passait derrière les barreaux. Il pensa à Isabella, à la promesse qu'il avait faite. « Protège-la. Promets-le-moi. » Kozlov vit l'hésitation. Son sourire s'élargit. « C'est ce que je pensais. Tu es un père avant tout. Tu l'as toujours été. C'est ta faiblesse, Dominic, et c'est pourquoi les hommes comme moi auront toujours la jonchaine. » La voix de Dominic traversa l'entrepôt, forte et claire. Sarah Chen émergea de derrière une pile de caisses, son arme dégainée, deux agents du FBI la flanquant. Elle regarda la scène devant elle et comprit immédiatement. « Victor Kozlov, dit-elle en s'avançant, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'êtres humains, enlèvement et complot en vue de commettre un meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. »
Le sourire de Kozlov disparut. « Qu'est-ce que c'est que ça? »« C'est la justice, dit Dominique doucement. La justice légale. » Deux agents s'avancèrent, firent tourner Kozlov, lui forcèrent les mains derrière le dos. Les menottes se refermèrent avec un bruit qui résonna dans l'entrepôt. « Vous ne pouvez pas être sérieux. » Kozlov se tordit pour regarder Dominique, l'incrédulité peinte sur son visage. « Vous me livrez au FBI? Vous êtes de la mafia. Nous sommes pareils. » Dominique baissa son arme. « Nous ne sommes pas pareils, dit-il. Je suis un père. C'est la seule chose qui compte. » Les agents traînèrent Kozlov vers la sortie. Il cria quelque chose en russe, des jurons probablement, des menaces qui ne signifiaient plus rien maintenant. Sa voix s'estompa au loin. Sarah Chen se tenait à côté de Dominique, regardant l'homme disparaître. « Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-elle. » Dominique ne répondit pas. Il rengaina son arme et se détourna, marchant vers les ambulances, vers les lumières clignotantes, vers le son d'une petite fille pleurant son père. La bonne chose, la mauvaise chose. Il ne se souciait de rien de tout ça. Il se souciait seulement que Lily soit en vie. Les quais étaient noyés de lumière rouge et bleue. Des voitures de police bordaient le périmètre, leurs sirènes silencieuses maintenant, mais leurs gyrophares tournant toujours, peignant le brouillard de couleurs alternées. Des ambulances étaient garées en rang près de l'entrée de l'entrepôt, leurs portes arrière ouvertes, des ambulanciers se déplaçant avec une urgence tranquille entre des véhicules. Et partout, il y avait des enfants. 23 d'entre eux, certains marchant sur des jambes instables, enveloppés dans des couvertures de survie argentées. Certains portés par des agents du FBI qui les tenaient comme s'ils étaient en verre. Certains trop épuisés pour bouger, allongés sur des brancards pendant que les médecins vérifiaient leurs signes vitaux et leur parlaient d'une voix douce et rassurante. Ils venaient de Roumanie, de Moldavie, d'Ukraine, de Pologne, des pays qui n'étaient que des noms sur une carte pour la plupart des Américains. Mais pour ces enfants, c'était leur maison. Une maison dont ils avaient été arrachés. Une maison qu'ils ne reverraient peut-être jamais. Dominique était assis à l'arrière d'une ambulance avec Lily pressée contre lui. Son bras était maintenant bandé, de la gaze blanche et propre enroulée de son coude à son poignet. Le saignement s'était arrêté. La blessure était superficielle, juste une éraflure, mais les médecins avaient insisté pour un pansement approprié. Le docteur James Morrison arriva à 3 heures du matin, tiré de son lit par un appel de Marco. Il était le médecin de la famille, l'avait été pendant 15 ans, et il ne posa aucune question sur la raison pour laquelle une fillette de 7 ans était assise dans une ambulance sur les quais de Newark au milieu de la nuit. Il examina Lily avec des mains douces et un calme professionnel. « C'est superficiel, dit-il en passant une lampe stylo le long de la blessure. Aucun dommage musculaire, aucune atteinte nerveuse. Ça guérira complètement en 1 semaine ou 2. » Il regarda Dominique. Elle a eu de la chance. Chanceuse. C'était un mot pour le dire. Peut-elle rentrer à la maison? Oui, garder la plaie propre, changer le pansement tous les jours. Amenez-la à mon cabinet dans 3 jours pour que je puisse vérifier l'infection. Morrison ferma sa maillette médicale et se leva. C'est une fille courageuse, Dominique. Tu devrais être fier. Dominique regarda sa fille. Son visage était pâle, ses yeux lourds de fatigue, mais elle regardait les autres enfants être chargés dans les ambulances autour d'eux. « Je le suis, » dit-elle. Morrison partit. Lily continua de regarder. « Papa! »« Oui? » Ces enfants. Elle montra un groupe d'enfants aidés à monter dans un grand véhicule de transport. Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux? Le FBI va essayer de retrouver leur famille. Il y a des organisations qui aident pour ça, des gens qui travailleront très dur pour les réunir. Lily resta silencieuse un moment. Et si certains d'entre eux n'ont pas de famille? Dominique la regarda. 7 ans, venant de survivre à un enlèvement. Une balle lui a éraflé le bras il y a moins de 2 heures. Et sa première pensée est pour les autres enfants. Elle était la fille de sa mère à tous les égards qui comptaient. Alors ils seront placés en famille d'accueil, de bonnes familles qui prendront soin d'eux. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une vraie famille. Non, ce n'est pas pareil. Lily se tut à nouveau, réfléchissant. Dominique pouvait voir les rouages tourner derrière ses yeux fatigués. « Papa? Oui? Pouvons-nous les aider? Ceux qui n'ont personne? » Il ne répondit pas immédiatement. Il pensa aux ressources qu'il avait, l'argent, les relations,
la fondation qu'il avait créée des années auparavant au nom d'Isabella, celle qui finançait des orphelinats, des écoles et des programmes pour les enfants dans le besoin. Je trouverai un moyen, dit-il finalement. Je le promets. Lily hocha la tête, satisfaite. Elle appuya sa tête contre son épaule et ferma les yeux. Des pas s'approchèrent. Dominic leva les yeux pour voir Sarah Chen marcher vers eux, sa veste du FBI sale et ses cheveux s'échappant de sa queue de cheval. Elle avait l'air épuisée, mais triomphante. « C'est fini, dit-elle. Kozlov et 15 de ses hommes sont en garde à vue. Nous avons trouvé des dossiers dans son bureau, des noms, des dates et des comptes. Tout le réseau est compromis. Il faudra des mois pour examiner toutes les preuves, mais nous l'avons. Il ne sortira pas. Et Volkov? Mort. Votre homme Marco l'a abattu alors qu'il tentait de s'échapper par la sortie est. Elle fit une pause. Nikolai Petrov est en chirurgie. Il survivra pour être jugé. Dominic ne ressentit rien à cette nouvelle. Aucune satisfaction, aucun regret, juste le vide là où la rage se trouvait. Merci, dit-il doucement. Pour tout. Sarah regarda Lily endormie contre l'épaule de son père, et quelque chose s'adoucit sur son visage. Ramenez-la à la maison, Moretti. Reposez-vous. Nous aurons besoin de votre déclaration éventuellement, mais ça peut attendre. Elle s'éloigna dans le chaos des lumières et des sirènes. Dominic resta assis dans l'ambulance, sa fille chaude contre lui, et regarda le ciel. L'horizon changeait. Le noir profond de la nuit s'estompait, remplacé par une fine ligne de gris, puis de rose, puis l'orange doux de l'aube naissante. La lumière d'octobre, douce et indulgente, se déversant sur l'eau, les quais et l'entrepôt qui avaient contenu tant d'obscurité. Un nouveau jour. « Papa ?» La voix de Lily était à peine un murmure, épaisse de sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? » La prochaine fois que tu mets ton numéro de téléphone dans la coque, elle bâilla, se blottissant plus près. Mets aussi le numéro de tonton Marco, juste au cas où. Dominic rit, cela le surprit. Le son venait de quelque part au fond de sa poitrine, un endroit qui avait été verrouillé pendant 5 jours. Ce n'était pas un grand rire, juste un petit, mais il était réel. « C'est une bonne idée, dit-il, je le ferai. » Il enroula son bras autour d'elle et la serra fort, regardant le soleil se lever sur la baie de Newark. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, le monde semblait pouvoir aller bien. Une semaine plus tard, la maison Moretti recommença à respirer. Les fenêtres brisées avaient été remplacées, les impacts de balles rebouchés et repeints. Elena avait supervisé chaque réparation, refusant de laisser la violence laisser des cicatrices permanentes sur la maison qu'elle aimait. Lily retourna à l'école le lundi. Sophie Martinez la serra si fort à la récréation que Lily rit pour la première fois depuis des jours. Mais les nuits étaient plus difficiles. Les 2 premières nuits, Lily se réveilla en hurlant, des rêves de pièces sombres et de mains froides. Dominic était là à chaque fois, la tenant jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Une psychologue pour enfants vint le 3e jour. Le docteur Rebecca Santos passa 1 heure avec Lily, juste à parler, juste à être présente. « Elle est résiliente, » dit le docteur Santos à Dominic. « Les cauchemars s'estomperont. Ce qui compte le plus, c'est la constance, la routine, savoir qu'elle est en sécurité. » Dominic prit ces mots à cœur. Il annula des réunions, délégua des responsabilités. Pour la première fois depuis des années, il prit du recul et laissa Marco s'occuper des détails. « Le territoire est stable, » rapporta Marco. « Le réseau de Kozlov est en ruine. Aucune nouvelle menace. Tony Caruso a été libéré. Sa famille en Italie a été relogée sous la protection du FBI. » Dominic tint sa parole. Le vendredi, Sarah Chen envoya un message. 18 des 23 enfants réunis avec leur famille. 5 restent en garde à vue. 18 sur 23. Un miracle. Mais 5 étaient encore seuls. Ce soir-là, Lily apparut à la porte de son bureau, vêtue d'un pyjama avec de petites étoiles. « Papa? Les autres enfants de l'endroit sombre ont-ils retrouvé leur famille? » La plupart d'entre eux, 18. Et les 5 autres? On s'occupe d'eux. Lily grimpa sur ses genoux. Mais ils n'ont pas de famille? Pas encore. Elle leva les yeux vers lui avec les yeux de sa mère. Peux-tu les aider, papa? Il lui caressa les cheveux. Veux-tu que je les aide? Oui. Ils avaient une peur comme moi, mais ils n'ont pas de papa. Dominic regarda sa fille.
une semaine après la pire expérience de sa vie, et sa première pensée était pour les autres. Alors je trouverai un moyen, promit-il. Elle sourit et ferma les yeux. Il la porta au lit, l'aborda, lui embrassa le front. Elle ne connaissait pas la fondation au nom de sa mère, les orphelinats qu'il finançait, les enfants qu'il avait aidés sans attendre de remerciements. La semaine prochaine, il passerait des appels, utiliserait ses ressources pour trouver à ses 5 enfants des familles qui les aimeraient. Il y avait des choses qu'un homme dans sa position pouvait faire que d'autres ne pouvaient pas. Parfois, même dans l'ombre, un chef de la mafia pouvait être un ange. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. L'amour d'un parent ne connaît pas de limites. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait ou ce que le monde pense de vous. Quand votre enfant est en danger, vous devenez quelque chose de plus que vous-même. Vous devenez une force de la nature. Mais cette histoire nous enseigne aussi autre chose. Même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons choisir de voir au-delà de notre propre douleur. Lily a seulement 7 ans, a survécu à un cauchemar, et pourtant sa première pensée, une fois en sécurité, n'était pas pour elle-même. C'était pour les autres enfants qui souffraient encore. C'est la forme la plus pure de compassion. C'est ce que signifie être vraiment humain. Et peut-être que si plus d'entre nous pouvions voir le monde à travers les yeux de Lily, ce serait un endroit plus bienveillant. Si cette histoire vous a touché, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. En aimant et en partageant cette vidéo, vous nous aidez à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ces histoires. Nous aimerions savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Vous a-t-elle rappelé quelqu'un dans votre vie? Vous a-t-elle fait réfléchir au pouvoir de la famille, de l'amour, du choix de faire ce qui est juste même quand c'est difficile? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Nous lisons chacun d'entre eux et rien ne nous importe plus que d'avoir de vos nouvelles, vos histoires, vos expériences, vos sentiments venus du fond du cœur. C'est ce qui rend cette communauté spéciale. De la part de nous tous ici, Ubugilukane. Et nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous être entouré de gens qui vous aiment et puissiez-vous toujours avoir le courage de protéger ce qui compte le plus. Au revoir pour l'instant et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.